Fred Savard avec vous pour un 27e épisode. Voilà, je suis installé dans les nouveaux studios. Vraiment bien installé, là. J'espère que ça s'entend. Le bonheur. Vraiment. Puis il y a eu, bon, je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a eu des tribulations de déménagement. Finalement, le merveilleux monde des assurances va s'en occuper. Alors, ça a été un pas pire stress cette semaine. En plus, j'entre dans ma fin de session, première session au certificat. Il va y avoir des examens, des gros examens de fin de session. Et j'embarque dans la session d'été. Mais ça n'aura aucun impact sur la balado. Voilà, je veux quand même le dire. Aujourd'hui, je retrouve avec grand plaisir Anne Plourde, qui est chercheur à l'IRIS et qui s'intéresse entre autres à la santé. On va parler d'une autre évolution qui n'a pas fait beaucoup parler d'elle dans les médias, mais qui est fondamentale. Je vais la laisser présenter le sujet de cette chronique, en fait, cette nouvelle collaboration qu'on a avec l'IRIS. Et Godefroy Lorando est là également. Et ça, vous allez sûrement aimer cette chronique de Godefroy parce qu'il nous fait découvrir des nouvelles personnes. C'est drôle, cordonnier mal chaussé, je produis 2 balados et j'en écoute à peu près jamais. Parce que j'écoute beaucoup de musique, en fait. Je lis beaucoup. Puis lire et écouter la balado, c'est un médium qui parle. On dirait que c'est impossible pour moi. En fait, je peux même pas écouter de la musique qui chante pendant que je lis. Il faut que ce soit de la musique instrumentale. Donc, et là, Godefroy va nous faire découvrir des gens qui n'ont pas nécessairement oui, il y en a qui ont des podcasts, mais qui ont une vision vraiment intéressante en lien avec les sujets de prédilection de Godefroy. J'en dis pas plus non plus. Vous allez voir, c'est un épisode assez dense, même s'il n'y a que 2 grands sujets. Et bien sûr, je vous raconte mes tribulations avec la coalition Avenir Québec. Et vous allez voir, au moment où on enregistre, il s'est passé des choses, mais il s'est passé d'autres choses suite à l'enregistrement. Alors, je vous retrouve à la toute fin pour la chanson du jour, qui va être assez abrasive d'une certaine façon, je vous avertis tout de suite. Nous ne serons pas dans la chansonnette française et je donne des petits détails sur mes tribulations avec la coalition Avenir Québec. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode de la balado. Godefroy Lorando! Bonjour! Absolument, vous venez une fois par mois. Oui. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Premièrement, je me rappelle pas quand je suis venu. On s'était dit une fois par mois au début du mois. Oui, je sais, c'est ça. Puis là, on a lancé J'aime ton énergie. Oui. Puis là, dans toute la frénésie de ce balado parallèle au vôtre. On est rendu à 2000 téléchargements, God. C'est très bien. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que je reçois des invitations comme j'en ai jamais reçu sur LinkedIn, ailleurs, des gens de... Sur LinkedIn, c'est belle forme, vous allez voir, là, c'est... Je célèbre mes 6 ans à mon nouvel emploi. Privilège. Puis là, bravo. Non, est-ce que je me rends compte qu'il n'y a pas de canal pour nous rejoindre? C'est ça l'affaire. Oui, c'est vrai. C'est compliqué. On a lancé un balado, puis on dit, hey, si ça vous intéresse de participer, de trahir votre employeur, de... Il aurait pu créer une page Facebook. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même une adresse courriel j'aime ton énergie @gmail.com. Bon. C'est un point de départ. C'est un point de départ. Et là, on a entendu quelqu'un rigoler. Oui. Anne Plourde, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'IRIS? Oui. Parlez-nous de vous un peu. Vous êtes déjà venu à la balado pour un maudit bon essai sur... c'était Santé Inc. Oui, sur la privatisation des services de santé. Puis là, c'est ça, je suis chercheuse à l'IRIS depuis plusieurs années. Oui. Je me spécialise surtout sur les questions de santé. Je travaille aussi sur d'autres sujets, là, l'éducation, les politiques sociales en général, mais beaucoup le système de santé, les réformes des dernières années et la privatisation des services. Oui. Et vous savez que à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans l'actualité avec la santé, il y a des gens qui me disent « Quand est-ce que tu invites Anne Plourde? » Et ça, c'est véridique. C'est vrai. Tout à fait. Et la dernière fois, que vous étiez là, Godefroy, c'était avec Colin Pratt de l'IRIS. En effet. Et là, vous êtes encore là. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est rendu comme un sous-traitant de l'IRIS? Non, du tout. C'est une collaboration. Ah oui, on les aime beaucoup, l'IRIS. C'est important. Et là, on est dans les nouveaux studios. Oui. Luxueux, avec un chat qui gambade autour de la console. Alors voilà, vous allez peut-être entendre des chats. On va entendre Fred parler de chat, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Et pas seulement, il faut que je parle de la CAQ aussi. Ah. Ouais, j'ai des petites tribulations avec la CAQ. Vous savez que je suis devenu membre de la Coalition Avenir Québec pour troller Bernard Drinville. On dirait que il y a un mois. Cet élément-là rentre pas. Oui. Ça rentre pas à la CAQ non plus. Je comprends.
Vous avez une lettre signée devant vous. De la présidente de la commission juridique. Vous savez, quand François Legault a démissionné, ben là, on n'a plus de premier ministre. Je trouve ça quand même... Fait que moi, je me suis dit, OK, on pourrait peut-être agir. Et là, on a su qu'il y avait une course à la chefferie. Et Bernard Drinville est devenu plus duem que duem. Là. Ouais. C'est comme le policier le plus conservateur qu'on a au Québec. J'ai fait, ça se peut pas que ce troll politique l'emporte. Alors, je me suis dit, je vais aller chercher ma carte de membre pour voter pour Christine Fréchette. Mm-hmm. Et c'est ce que j'ai fait. Et 15$ pour 3 ans. À la CAQ, c'est un peu comme Costco. Hein. Quand tu deviens membre, c'est en package. C'est 3 ans, okay. 15$. Avez-vous des retours sur vos achats? Ça fait un mois de ça. Et là, je l'ai dit sur Blue Sky. J'étais transparent parce que je trouvais ça bien, bien drôle. Et là, ils ont allumé à la CAQ. Et là, ils m'ont appelé lundi matin. Appelé? Oui, au téléphone. Et c'était un numéro masqué. Alors, et j'attendais des nouvelles de mon assureur pour une autre affaire. Alors, je pensais que c'était eux. Ouais. Et là, la madame a dit « Bonjour, est-ce que je parle à Frédéric Savard? » Là, j'ai dit « Oui. » Et moi, je suis membre de Québec solidaire aussi depuis peu. Ouais. Je l'ai dit aussi. Vous êtes un caméléon. Oui. Mais c'est une coalition, hein, Avenir Québec. Oui, mais c'est ce que je me disais. Et je pensais que c'était la QS qui m'appelait pour me dire « Là, vous n'êtes pas supposé d'être membre de 2 partis, une patente de même. » Fait que là, la madame a dit « Est-ce que je parle à Frédéric Savard? » J'ai dit « Oui. » « Frédéric Savard de la radio. » J'ai dit « Oui, c'est ça. » Ben là, on vient d'apprendre que vous êtes membre d'un autre parti, puis ça fonctionne pas. Et là, moi, je suis toujours sous l'impression que c'est QS. Mm-hmm. Et là, je leur dis, inquiétez-vous pas, là, ça achève. J'ai pris mon membership juste pour troller Bernard Drinville. Ah, ça nous rassure, merci. Aussitôt que le vote est fini, je dompe ma carte, je m'en fous, là. Fait que là, elle dit, ben non, c'est ça le problème. Si vous voulez voter, il faut vous nous prouviez que vous êtes plus membre de Québec solidaire. Je dis, ah, c'est la CAQ qui m'appelle. Oui. Fait que là, je leur dis, ben c'est ça. Inquiétez-vous pas, là. Je veux dire, je vote, puis je m'en vais, là. Je veux juste troller Bernard Drinville. Puis elle dit, non, c'est pas possible, monsieur. Alors, vous avez jusqu'à 16h aujourd'hui pour nous prouver que vous n'êtes plus membre de Québec solidaire, sinon vous ne pourrez pas voter. Parce que les votes commençaient le lendemain. Et finalement, j'ai reçu un courriel à 16h30 à l'effet que je n'étais plus membre de la coalition Avenir Québec. Ils m'ont remboursé, cela dit. Quand même, hein? Oui. Un beau suivi efficace. Ils sont plus efficaces à l'interne qu'au gouvernement, la CAQ, mais ils m'ont remboursé, cela dit. Je veux quand même le dire. Là. Et là, le lendemain, j'ai reçu un courriel de la présidente de la commission juridique pour me dire que le Conseil exécutif national de la CAQ nous demande de vous écrire relativement à ce qui suit. Et finalement, j'ai enfreint les lois du parti. On n'avait pas le droit d'être membre d'un autre parti pour le vote, ce qui est bien correct. Je vous avoue que c'était vraiment une boutade, tout ça. Je n'ai même pas vérifié si je pouvais ou non. Vous avez testé le système. Mais là, je me suis dit, OK, elle m'a dit, êtes-vous le Fred Savard de la radio? Je pense que si j'avais pas mis cette transparence-là sur Blue Sky, entre autres, pour dire « Hey, je suis mon... » parce que là, je t'ai invité au grand congrès du 12 avril où François Legault allait faire ses adieux. Puis là, les gens me disaient « Hey, il faut que tu ailles là, voyons, il faut que tu y ailles. » Et là, c'est ça. Là, il m'envoie cette lettre-là pour me dire que non seulement je ne suis plus membre parce que j'ai enfreint les lois, mais que ainsi, soyez avisés que nous révoquons votre adhésion avec effet immédiat et nous vous demandons d'éviter toute communication avec la CAQ, que ce soit lors de ces événements, par courriel, par téléphone ou par tout autre moyen de communication. Voilà. Alors, je suis persona non grata de la CAQ. Ouais, voilà. Alors, je vais faire laminer cette lettre que je vais probablement mettre dans un beau cadre dans la salle de bain. Oui. Alors, voilà, j'ai une place à vous suggérer. J'ai pas pu voter pour pas Bernard Drinville. Anne Plourde. Mais Fred, ce qui sera sans doute possible de faire, c'est de voter pour lui, mais pour le Parti conservateur du Québec aux élections. Pour vrai, s'il s'en va pas chez les conservateurs après, là, c'est qu'il va retourner probablement à la radio, où il va être accueilli à bras ouverts. Mais quelle débandade intellectuelle dans les derniers mois pour juste être premier ministre pendant un avant-midi. Triste. Bon, on va parler de... C'est depuis que je l'ai traité de Spider-Man brun qui fait ça. Probablement. Petite anecdote rigolote. À la dernière année, à la soirée d'Angajane où j'étais là, j'ai souvent niaisé la CAQ et Bernard Drinville et François Legault refusaient de venir à l'émission tant que j'étais là.
Ils avaient dit ça aux recherchistes parce que maintenant, on les avait invités. Alors, voilà. Et je pense qu'ils vont plus encore. Je pense que Drainville, j'ai entendu, je pense que c'est Vautier dire ça. Ils sont cohérents. Ils sont cohérents. C'est une coalition, mais pas trop. Anne Plourde, vous êtes ici parce que vous venez de publier. Non, je vais publier la semaine prochaine. Donc, je pensais que ça sortait jeudi. Non. Ben, ça sort. Ben oui, ça sort. Ben, ça sort le 15 avril. Non, OK. Je pensais que c'était aujourd'hui. Enfin, on enregistre le jeudi, ça va être disponible samedi. Donc, ça va être jeudi prochain. Que l'étude. Le mercredi, voilà. Bon. Une étude, parlez-nous un peu de ça parce que c'est intéressant. Et moi, j'ai eu la chance de la lire. On apprend qu'il y a une réforme qui se trame, qui est un peu. Est-ce qu'on peut dire secrète? Non, je dirais pas secrète. J'ai pas l'impression qu'il y a une tentative délibérée de cacher cette réforme-là. Ouais. Là. C'est plutôt que c'est une réforme dont on n'entend pas beaucoup parler. Puis une des raisons, je pense, pour lesquelles on n'entend pas beaucoup parler, c'est parce que c'est très technique, très complexe, très ennuyeux, en fait, comme sujet. Cela dit, c'est pas la première réforme ennuyeuse qu'on nous propose. Et pourtant, puis vous le dites, au début, il y a eu la réforme Couillard en 2003, la réforme Barrette en 2015, la réforme Dubé. La réforme Dubé, c'était quand même quelque chose de complexe. Et on est quand même allé sur la place publique pour en discuter. Mais là, celle-là, elle est un peu... Oui, mais c'est parce que c'est pas un projet de loi qui porte cette réforme-là. Donc, il n'y a pas de commission parlementaire, il n'y a pas de consultation publique. Ça passe par voie administrative, si on peut dire. Ouais. C'est une réforme du financement des services. Ouais. Donc, c'est quand même une réforme assez importante parce qu'évidemment, quand on parle de financement, on parle d'argent. Puis l'argent, on le sait, c'est quand même le nerf de la guerre, effectivement. Puis là, c'est une réforme majeure du financement, de la manière dont on finance les services de santé au Québec. On change de paradigme. On change complètement de manière de financer les services au Québec. C'est en cours depuis un bon moment déjà, depuis au moins une bonne dizaine d'années, même plus. Là, en fait, 2004-2005, les premiers projets pilotes. Les premiers projets pilotes, mais à cette époque-là, on ne parlait pas de financement à l'activité, mais c'était un financement au volume, donc c'était le même type de financement. Officiellement, on a commencé à parler de financement à l'activité en 2012. Là, on a nommé un comité d'experts. Le comité d'experts a déposé son rapport en 2014. Puis le financement à l'activité a commencé à être appliqué sous ce nom-là dans le réseau. Et c'est ça le changement de paradigme. C'est ça. C'est le financement à l'activité là, qui est en train de devenir le principal mode de financement. Et comment on finançait avant? C'était un peu comme les cégeps, je pense, et les universités. C'était une enveloppe... globale, un budget global. Ouais. Dans le fond, puis même encore aujourd'hui, la plus grande part du budget du système de santé, c'est un budget qu'on dit global. Donc, on donne une enveloppe. À chaque établissement, on donne une enveloppe globale. Puis là, les établissements choisissent la façon dont ils vont dépenser cette enveloppe-là. Là, on indexe, j'imagine, ce budget-là selon l'augmentation de la masse salariale. C'est ça, le coût de la vie, l'inflation, le vieillissement de la population, divers facteurs. Donc, c'est un financement qui est indexé chaque année. On dit que c'est un financement historique, donc, parce que c'est basé sur le financement de l'année précédente. Oui, c'est ça. On utilisait la même terminologie pour le système d'éducation. Et là, donc, le financement à l'acte, est-ce que ça ressemble un peu au même principe que le financement à l'acte des médecins? Exactement. En fait, c'est vraiment... on pourrait dire que c'est comme si on prenait la rémunération à l'acte des médecins, qu'on est en train d'ailleurs de remettre en question parce que ça fonctionne très mal, la rémunération à l'acte. Il y a plein d'effets pervers à ça. Le gouvernement le reconnaît depuis très longtemps. On veut remettre en question ce mode de rémunération-là des médecins. Mais là, on est en train de prendre ce modèle-là puis de l'appliquer au financement de l'ensemble des services. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on va financer les activités des hôpitaux, des établissements au volume, donc à l'activité. Donc, au lieu d'être financé par budget global, on dit aux établissements, pour chacune des activités que vous faites, on va accoler un tarif. On va dire, mettons une chirurgie, on va rembourser chaque chirurgie au montant de 1 000 $ par chirurgie. Si vous faites 500 chirurgies dans l'année, 500 fois 1000. Vous avez 500 000 $ pour les chirurgies. Puis là, mais là, chaque chirurgie différente a son propre tarif. Puis là, on va additionner toutes les activités qui ont été réalisées. Puis c'est comme ça que le budget va se construire en quelque sorte. Il y a un élément que j'aimerais comprendre, c'est que vous dites qu'on prend la rémunération des médecins à l'acte puis on la transpose au fonctionnement des hôpitaux, mais quand vous nommez une chirurgie, dans ma tête, c'est un acte médical aussi. Donc, est-ce qu'on est... Je comprends pas en quoi... Est-ce qu'on paye deux fois? En fait, est-ce qu'on parle de la même chose? C'est l'acte médical puis une chirurgie, c'est
C'est pas la même Non, chose? ben en fait, c'est que les médecins, eux, continuent d'être rémunérés à l'acte, mais les médecins, c'est pas des employés des hôpitaux, là. Ils OK. sont payés à part. Ouais, Eux, des ils sont... entrepreneurs. C'est des entrepreneurs indépendants. Leur rémunération à eux, c'est pas les établissements qui sont responsables de tout ça, OK. c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec. OK. Donc, les hôpitaux, eux, ont quand même des frais pour les chirurgies, Ouais. qui est excluant la rémunération médicale. Donc, il y a comprends. tout Ben, le le reste du personnel, personnel, ouais, c'est ça. les équipements, Les les locaux, l'amortissement, les outils, tu sais, tout La machinerie, l'équipement. Ouais. Donc, tout le reste des frais, c'est Ouais. les hôpitaux qui les assument. Mhm. Et donc, ces frais-là, au lieu d'être tirés d'une enveloppe globale, prévisible, qu'on sait qu'on va recevoir chaque année, ben on va plutôt recevoir le financement en fonction du volume Ouais. d'activité qu'on a fait. Et un peu, j'imagine, l'idée derrière ça, c'est aussi pour... en fait, c'est de dire que ça va forcer les établissements à être productifs, puisque dans le fond, le changement de paradigme, c'est aussi que le patient n'est plus vu comme une dépense, il est vu comme un revenu. Ben, c'est ça l'argumentaire derrière ce mode Ouais. de financement-là, c'est que avec le mode de financement global traditionnel, les hôpitaux reçoivent une enveloppe globale, puis là, à chaque fois qu'ils traitent un patient, ben, c'est une dépense Ouais. pour eux. Il essaie d'en Alors garder à la fin de l'année. Ben, ou en tout cas, ils essayent de ne pas faire de déficit Oui, c'est parce ça. que c'est interdit par la loi. Voilà. Mais là, avec ce nouveau mode de financement-là, ce qu'on nous dit, c'est, mais là, à chaque fois qu'ils vont traiter un patient ou une patiente, ils vont avoir un revenu associé. Donc, ils vont être incités à avoir plus de patients, à faire du volume, à être plus productifs. C'est le fameux adage « l'argent suit le patient ». On Exactement. entend C'est ça ce qu'on depuis longtemps dans les c'est ce qu'on nous promet. Ouais. Mais C'est là, une quête c'est- d'optimisation. oui, exactement. Mais là, il y a certains problèmes Bon, qui OK. font que c'est pas de même que ça Anne marche, Plourde. finalement. Anne Plourde. Est-ce que c'est un système qui fonctionne ailleurs? Est-ce que d'autres pays l'utilisent? Parce que j'imagine que vous êtes penché aussi sur qu'est-ce qui se fait ailleurs. Oui, effectivement, en fait, une grande majorité des pays de l'OCDE utilisent une forme ou une autre de financement à l'activité. Oui. Il y en a certains depuis très longtemps, là, depuis la fin des années 80. Là, aux États-Unis, ça a commencé à être implanté. Puis progressivement, donc il y a 30 pays sur les 38 pays de l'OCDE utilisent une forme OK. ou une autre de financement à l'activité. On n'invente pas grand. Non, fait que, tu sais, il y a en masse de littérature scientifique sur qu'est-ce que ça donne le financement à l'activité, parce que ça fait longtemps que ça existe un peu partout. Puis, ben, en fait, ce que la littérature scientifique nous dit, Bon. c'est que, ben, c'est vrai que le financement à l'activité va permettre de réduire la durée d'hospitalisation. Oui. Donc, ça va inciter les hôpitaux à faire plus de volume. Donc, pour être capable de faire plus de volume, on va garder les patientes et les patients moins longtemps. Et ça me fait va... penser à un virage ambulatoire. Ben, ici, en tout cas, ouais, ça fait penser à ça. C'est pas des bons souvenirs. Non, c'est pas des bons souvenirs. Parce ça que- aurait pu être bien fait si Oui. ça avait été fait dans une optique d'améliorer Oui. l'accès aux services, mais c'est toujours fait dans une optique de réduire les coûts, Voilà. d'optimiser, Ouais. et c'est un peu ça qui se passe aussi Parce que avec vous le avez financement à remarqué l'activité. justement que ce système-là fait en sorte que on retourne les gens peut-être rapidement à la maison. Il y a des réadmissions. Ben ça, c'est ce que la littérature nous dit. On Ouais. n'a pas des données là-dessus pour le Québec parce que ça fait pas assez longtemps que c'est Ouais. implanté Ouais. au Québec pour qu'on ait ce genre de données-là. Mais dans la littérature internationale, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, ça réduit les coûts pour chaque hospitalisation. Ouais. Ça fait que les gens restent moins longtemps, mais ils vont avoir tendance à être réadmis plus Ah. souvent. Il va y avoir des congés prématurés qui vont être donnés alors que les gens auraient mieux Ouais. fait de rester. Ça va avoir une incidence donc sur la qualité Ouais. des services. Ben ouais. On va peut-être augmenter le volume, mais ça va faire que la En qualité fait, le des volume services augmente parce que les gens reviennent. Fait qu'il faut les Ouais, traiter c'est encore. ça. Ben, puis en bout de ligne, ça réduit les coûts pour chaque hospitalisation, mais si on est obligé de réhospitaliser Voilà. les gens, Voilà. les Ouais, coûts globaux vont pas nécessairement être réduits. là. Avant de rentrer dans les détails, on parle de transparence. Ouais. Vous dites dans l'étude que l'argument aussi pour aller de l'avant avec cette façon de financer les soins de santé, c'est que ça va favoriser une transparence parce qu'il y a une collecte de données massive. Parce que là, les tarifs, il faut les établir sur des bases comparatives. Donc, vous avez remarqué aussi que le personnel administratif, il y a eu une explosion des coûts parce qu'il fallait collecter toutes ces données-là dans un réseau qui est un réseau public qui n'a pas à... En fait, il n'y avait pas les mêmes critères qu'au privé. Explique-nous un peu, c'était quoi les défis et c'est quoi le Oui. problème avec ça? Ben ça, c'est quelque chose qui a été observé à l'international aussi. Ouais. Ce mode de financement-là, c'est très lourd sur le plan administratif, sur le plan bureaucratique.
comparativement au budget global, qui est relativement simple, là, au sens où on donne une enveloppe globale. Bon, on calcule l'indexation. On n'a pas besoin, avec le budget global, de connaître le coût exact détaillé de chacune des activités détaillées qu'on fait dans le réseau. Puis là, on parle de centaines d'activités. Je veux dire, c'est vraiment très lourd. Si on le compare avec la rémunération médicale, pour vous donner une idée, là, on est rendu à 20 000 actes médicaux. Oui, ça, c'est juste les actes médicaux. Là, on parle des activités de tous les établissements. Donc, avec ce mode de financement-là, il faut mettre un prix, un tarif sur chaque activité. Ça a demandé au sein du réseau de faire une vaste collecte de données. Puis là, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes. Là. C'est quelque chose qu'il faut continuellement mettre à jour. Oui. Donc, c'est une vaste collecte de données qui a dû être faite à partir de 2018-2019 pour être capable de faire cette tarification-là. Puis, ce qu'on a observé, nous, en analysant l'évolution du personnel administratif, des dépenses en administration, c'est que la croissance du personnel administratif depuis cette collecte de données-là a été beaucoup plus rapide que le reste du personnel, soignant, en fait. Et pourtant, on est supposé traiter plus de volume, alors on a besoin de personnel traitant. Effectivement. Mais là, on a des administrateurs, puis on sait... Heureusement, ils ne coûtent pas très cher, hein, on le voit bien avec Santé Québec et ça clique. Ces gens-là travaillent pour pas cher. Mais là, on parle de, le personnel administratif a augmenté de plus que 23 alors que les infirmières, c'est 6 là, c'est comme 4 fois plus. Puis nous, on a calculé là, que c'était entre 100 et 150 millions de dollars par année que ça coûte en frais administratifs supplémentaires pour arriver à gérer ce mode de financement-là qui est c'est ça, très lourd, très complexe. Donc, pas très efficace d'un point de vue, disons, administratif. Et Anne Plourde, dans votre étude aussi, on se rend compte que ce mode de financement-là, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays, va être beaucoup plus large que seulement les actes médicaux. On va vraiment appliquer cette façon de financer à l'acte à tout le réseau hospitalier, incluant les services externes, c'est beaucoup plus... En fait, est-ce qu'on est l'administration dans le CDE qui va l'appliquer le plus largement? Moi, les données que auxquelles j'ai pu avoir accès, il n'y a aucun autre pays dans les pays de l'OCDE qui applique le financement à l'activité aussi largement dans l'ensemble des services. Typiquement, il y a des services qui sont jamais touchés par le financement de l'activité, comme la santé publique, par exemple, ou les soins de longue durée, la service de santé mentale. Donc, on va souvent se limiter aux services hospitaliers, santé physique. Puis même là, il va y avoir quand même une part de financement global. Nous, ce que le ministère nous annonce, c'est qu'on veut étendre ce mode de financement-là à l'ensemble des services du réseau. Donc, c'est un peu, disons, ambitieux, puis expérimental même, là, à certains égards. Puis les résultats qu'on a... On a un bel historique au Québec de ces programmes expérimentaux publics qui fonctionnent bien. Hein? Oui, c'est ça. En tout cas, nous, ce qu'on a comme données, c'est assez partiel parce que pour l'instant, c'est pas appliqué de manière très, très large. Ça a été appliqué par l'entremise de projets pilotes dans certains secteurs spécifiques comme la radio-oncologie, l'endoscopie, l'imagerie médicale, la chirurgie. Mais là, on veut l'élargir jusqu'à 2028? C'est jusqu'en 2033, donc c'est par étapes. Puis on prévoit qu'en 2033, là, ça va être étendu à l'ensemble. Ça va être fait pour l'ensemble du réseau. Là? Non, effectivement, c'est assez rapide. Puis les données qu'on a pour les projets pilotes où ça a été expérimenté jusqu'à maintenant, c'est pas très, même du point de vue des objectifs même de ce mode de financement-là, c'est pas très efficace. Là. Nous, les données qu'on a, ce qu'on voit, c'est que en fait, il n'y a pas eu une amélioration de la productivité ou de l'efficacité des services. Au contraire, dans la plupart des secteurs où ça a été déployé, le volume augmente, mais les dépenses aussi. Mais les dépenses augmentent plus que le volume et les heures travaillées augmentent plus que le volume aussi. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pour une activité ou pour un service, ça prend plus d'argent puis ça prend plus de temps. Donc, on n'est pas en train d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés avec ce mode de financement. C'est extraordinaire, Anne Plourde, à quel point le sujet dont je vais parler tantôt recoupe tout ce que vous dites là. Quand on parle de projets pilotes ou de projets circonscrits, ce que j'ai lu, c'est que l'optimisation de petits systèmes simples
c'est réalisable quand tout va bien. Ouais. Aussitôt que le système devient complexe, là, quand on parle du système de santé, rêver d'appliquer une grille d'optimisation là-dessus, c'est un piège à con. Mais bon, qui suit? Ça va être notre chronique tantôt. Oui, gars, C'est donc, pas comme ouais. si le système de santé, c'était pas complexe. Non, là. c'est Vous comme savez, même le- dans les secteurs limités, si on peut dire entre Ouais. guillemets, où ça a été appliqué, c'est déjà très complexe. Là. Les chirurgies, Ben oui. on s'entend que... Bon, là, le problème, vous l'avez souligné, et même les médecins le disent aussi, en tout cas certains médecins, par rapport à leur rémunération, c'est qu'il y a un effet pervers, c'est que les médecins vont avoir tendance à surdiagnostiquer et surtraiter pour multiplier les actes. C'est pour ça souvent on nous demande de venir une première fois, on passe notre carte, après ça on revient faire un suivi, on passe encore notre carte. Là, je résume. Et là, on s'est rendu compte que avec le financement à l'acte de tout le réseau, avec ce que vous avez observé, on peut penser que ce problème-là va se répéter. Oui, ben, en tout cas, c'est ce qui se passe ailleurs. Là, ici, au Québec, on n'a pas de Par données... exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, par exemple, ça veut dire effectivement de faire du surtraitement, du surdiagnostic, donc de multiplier les interventions qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas pertinentes et peut-être Parce que le même patient qui est sont un revenu. nuisibles. Donc, Oui, exactement. plus on fait revenir, plus c'est payant. Oui, et ça peut aussi être dans le choix des interventions. Tu sais, on peut se dire, ben, si à l'hôpital, ça nous rapporte plus de faire tel type d'intervention plutôt que tel autre, tel type d'examen plutôt que tel autre, ben, on va peut-être choisir de faire cet examen-là qui est plus payant, puis on va de moins en moins faire cet autre examen-là qui est moins payant, pas parce que c'est plus pertinent pour le patient, mais Non, parce c'est que ça. c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans notre argent. Ouais. Parce que l'autre chose importante aussi, puis on pourra peut-être y revenir, c'est que les hôpitaux, c'est pas nécessairement vrai que le patient est associé à Argent. à plus de revenus, parce qu'en fait, les tarifs ne reflètent pas nécessairement les coûts réels. Pourquoi? Non plus. Mais parce qu'en fait, c'est un outil d'optimisation, comme vous le disiez tantôt. Le gouvernement ou le ministère se sert de ça pour appliquer une espèce de régime d'austérité, en fait, pour essayer de réduire les coûts. Donner des cibles. Oui, c'est ça. Les Puis là, indicateurs. ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on regarde, par exemple, le coût de une intervention en radio-oncologie, par exemple. On va demander à tous les établissements, c'est quoi leur coût, mais c'est pas dans tous les établissements que ça coûte la même chose, un examen en radio-oncologie. Dans certains cas, ça va coûter 270 $, puis dans d'autres cas, 180. Mais là, on fait une moyenne de tout ça. Puis là, on dit, bon, ben la moyenne, c'est 220 $ par intervention en radio-oncologie. Puis là, le ministère ou le Santé Québec peut dire, bon, ben nous, le tarif qu'on applique, c'est la moyenne ou même en dessous de la moyenne. Et en fait, c'est ça qui est prévu, là, d'appliquer même en dessous de la moyenne. Pour forcer les établissements à être performants. C'est ça, pour dire, bon, on va s'inspirer des meilleurs, on va forcer les établissements où c'est plus coûteux à aller voir les établissements où c'est moins coûteux pour les Top Gun. Exactement. Mais là, ce que ça veut dire concrètement, c'est que, par exemple, en radio-oncologie, il y a juste 4 établissements sur 12 qui ont des coûts sous le tarif prévu. Bien, pour la grande majorité des établissements, à chaque fois qu'ils font l'intervention, ils reçoivent moins que ce que ça leur coûte. Donc, ils perdent de l'argent, en fait, à chaque fois qu'ils font cette intervention. Mais là, je vais essayer de moins cynique possible. Là. Si un établissement X, ça coûte 180 $, une intervention en radio-oncologie, et qu'un autre établissement, ça coûte 240, est-ce que ça ne veut pas dire froidement que celui qui ça coûte 180 est plus efficace? C'est possible qu'il y ait des meilleures manières de s'organiser, qu'il y ait eu des meilleures idées sur l'organisation du travail ou les procédures pour réduire les coûts. Mais des grands écarts, ça s'explique pas uniquement par ce genre de facteurs-là, surtout dans un territoire aussi vaste et diversifié que le Québec. Ça, c'est ça, l'affaire. On s'entend que les conditions de pratique sur la Côte-Nord, à Québec, en Outaouais, en Abitibi puis à Montréal, c'est pas les mêmes du tout. Il y a une question de volume, par exemple. Les établissements qui font beaucoup de volume vont pouvoir faire des économies d'échelle. Les établissements qui sont éloignés vont peut-être devoir verser des primes d'éloignement. Ça va leur coûter plus cher pour cette raison-là. Il y a toutes sortes... Et eux vont être pénalisés si on applique une moyenne et que le ministère de la Santé dit ça va coûter ça présentement. Et là, c'est ce que vous avez aussi observé, c'est qu'il va y avoir exactement comme ça se passe à l'école, privée versus école publique, il va y avoir un écrémage. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les interventions qui sont les moins compliquées.
Puis ça, Alain Vadeboncoeur en avait parlé ici il y a 3 ans, je pense. Il avait sorti un essai sur le système de santé. Puis il disait, on le voit déjà dans le réseau. C'est-à-dire que les cliniques privées prennent les cas simples qui vont vite, puis relèguent les cas lourds au système public, exactement dans le système d'éducation. Optimiser une clinique dans laquelle tu contrôles toutes tes admissions, puis tu peux sélectionner ta clientèle, c'est simple, tu peux optimiser. Voilà. Mais si tu considères tout le système, avoir ce même désir d'optimisation-là, c'est courir vers le mur. Oui, c'est ça qu'on observe ailleurs. Dans les endroits où il y a une forte privatisation des services, comme aux États-Unis, par exemple, il y a des hôpitaux privés à but lucratif qui donnent les services puis qui sont financés à l'activité de cette manière-là. Il y a effectivement une sélection des patients, un écrémage des patients. Les hanches, les remplacements de hanches, c'est compliqué. Il y a... Ça, on va pas s'en occuper. Puis c'est pour ça que la chirurgie esthétique, entre autres, fonctionne si bien, je pense, c'est que ça reste relativement... C'est parce qu'en fait, ça dépend aussi à qui tu fais ta chirurgie de la hanche. Si tu fais la chirurgie de la hanche à un patient qui est en bonne santé par ailleurs, qui n'a pas de comorbidité, qui n'a pas de problème grave de santé, il y a moins de risque d'hospitalisation, tu vas pouvoir le faire plus rapidement. Alors que si... Et les riches ont tendance à mieux s'occuper de leur corps. À être en meilleure santé, pas nécessairement mieux s'occuper, mais être dans des conditions... dans des conditions qui favorisent leur santé. Ça s'appelle des privilèges. Effectivement. Donc, c'est ça. Il y a ce phénomène-là, effectivement, d'écrémage des patients qui peut se passer quand on combine le financement à l'activité avec une privatisation des services. Parce que le secteur public, lui, il ne peut pas choisir ses patientes et ses patients. Non, il offre un service à tout le monde. Exactement. Mais il peut... donc, c'est lui qui se retrouve avec, effectivement, les cas les plus lourds, les plus coûteux, les plus désavantageux sur le plan du financement. Mais par contre, le système public peut quand même, comme je le disais tantôt, être incité à privilégier certains types d'interventions plutôt que d'autres pour essayer de faire face et répondre aux critères de financement qui sont... C'est ça, aux compressions budgétaires qui viennent avec ce mode de financement-là. Vous le dites dans votre étude qui va être disponible dans les prochains jours, on peut parler du financement à l'acte. Est-ce qu'on peut dire, c'est moi qui l'ai écrit comme ça, là, c'est une machine d'austérité d'une certaine façon qu'on est en train d'installer, là? À mon avis, oui. On se donne tous les outils. C'est pas écrit noir sur blanc dans les objectifs. Non, en fait, au contraire, on prétend même que c'est pas ça l'objectif du financement à l'activité. Mais dans les faits, avec ce mode de financement-là, on se donne tous les outils pour être en mesure d'appliquer des espèces de méthodes de calcul simplistes, je dirais, pour dire justement aux établissements, vous, ça vous coûte plus cher qu'ailleurs, puis on voit pas de bonne raison pour ça, donc on va vous imposer le même tarif qu'à tout le monde, et vous allez vous retrouver en fait en compression budgétaire à moins de revoir vos pratiques. Mais il y a plein de conditions où c'est pas possible de revoir ces pratiques, puis les établissements n'ont pas nécessairement le contrôle sur, par exemple, l'état de santé de la population dans leur région. Ou les primes aux médecins. Plus grave. Les primes aux médecins qui s'accumulent à chaque trimestre. Ça, c'est pas eux qui les payent. C'est la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ah oui, OK. Mais effectivement, il y a plein de facteurs. Oui, ça, c'est tout nous. Oui, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Dans les deux cas, c'est nous autres. Oui, ça, c'est sûr. C'est nous autres. Puis c'est nous aussi qui allons avoir plus de difficultés peut-être à accéder à des services si les hôpitaux sont obligés parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des déficits, les hôpitaux. Là. Donc, si on les sous-finance, si on les finance en dessous de leurs coûts pour faire certaines activités... Ils vont trouver une façon. Ils vont être effectivement obligés de faire des compressions. Est-ce qu'il y a des pays qui ont reculé? Ah oui, ça, c'est l'autre chose. Par rapport au financement à l'acte? Oui, il y a tellement d'effets pervers à ce mode de financement-là qu'il y a plusieurs pays où c'est appliqué depuis longtemps qui ont décidé de revenir en arrière, de revenir à une enveloppe globale, ou au moins de réduire la place du financement à l'activité dans leur mode de financement. Là, c'est le cas de la Norvège, du Danemark, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France. Donc, plusieurs pays dont on s'inspire souvent là, pour... oui, c'est ça. Eux ont constaté que ça fonctionne pas si bien que ça, ce mode de financement-là. Puis pendant qu'eux font ça, nous, on est en train de faire l'inverse puis de foncer tête baissée pour appliquer ce mode de financement-là à l'ensemble du réseau. Là, le cynique en moi va vous demander, est-ce que cette réforme-là, c'est encore une fois une tentative détournée de privatiser le réseau de santé? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui travaillent fort dans l'ombre, parce qu'ils ne sont pas nécessairement élus.
ou qui le disent pas franchement parce qu'ils savent que cette idée-là, oui, plaît à de grands organes de presse privés, plaît à une certaine frange de la population, mais il y en a d'autres qui sont contre ça. Est-ce que c'est une façon détournée? Oui et non, c'est-à-dire que c'est pas secret, mais on n'en débat pas sur la place publique. Est-ce que c'est une façon de privatiser en douce? Ben, encore une fois. Qu'on arrive devant un fait accompli. Oui, ben encore une fois, au niveau des intentions affichées, on nous dit non. Non, L'objectif, c'est pas de privatiser, mais dans les faits, en fait, quand je disais ce mode de financement-là, ça nous donne tous les outils pour appliquer de l'austérité, Ouais. ben, ça nous donne aussi tous les outils pour privatiser. Ça, c'est très clair. Puis nous, ce qu'on a... De quelle façon? C'est quoi les mécanismes pour qu'on comprenne bien? Là? Oui, Parce que de l'extérieur, on a l'impression que, oui, ça va mettre une pression sur les hôpitaux parce que si on détermine que plusieurs actes coûtent moins cher que ce que ça coûte réellement, bon, il va y avoir des compressions, il va y avoir moins de personnel, il va y avoir moins d'embauches. Mais en quoi ça favorise le privé? Juste qu'on l'explique bien pour que les gens comprennent les risques réels. Oui, ben en fait, c'est d'abord parce que avec le financement à l'activité, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit une logique marchande dans le financement des services de santé publics. Comme je le disais tantôt, avec le budget global, il n'y a pas un prix ou un coût ou un tarif à coller à chaque activité. Mais avec le financement à l'activité, oui. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'à partir du moment où le financement à l'activité est implanté, ben, ça facilite grandement la privatisation parce qu'on a désormais un prix ou un coût ou un tarif associé à chaque activité. Ça devient beaucoup plus facile de dire, bon, ben, on va faire un appel d'offres, puis on va ouvrir ça au secteur privé. Puis d'ailleurs, nous, ce qu'on a constaté dans les différents secteurs où ça a été implanté, là, le financement à l'activité au Québec, c'est soit des secteurs où le secteur privé était déjà très présent au moment de l'implantation, donc des secteurs où, justement, la logique marchande était déjà présente, on avait déjà une bonne idée des tarifs, soit des secteurs où, au contraire, le privé n'était pas du tout présent, mais où, depuis l'introduction du financement à l'activité dans les dernières années, là, il y a eu une très grande privatisation. Là, on pense aux chirurgies ou aux coloscopies ou à l'endoscopie. Là. Là, il y a une forte privatisation et ça a été très rapide, cette privatisation-là, des services en chirurgie puis en endoscopie. Là, c'était pratiquement 0% des interventions qui étaient privatisées en 2019. Puis aujourd'hui, on est à des 15, 16, 20% des interventions qui sont privatisées. Donc, on peut s'inquiéter, en tout cas, que ce mode de financement-là. Puis, je tiens à dire qu'en privatisant, on ne va pas appliquer la même austérité aux cliniques privées auxquelles on va sous-traiter les services. C'est explicitement dit dans les documents du ministère. Ils s'attendent à ce que le financement à l'activité n'est pas appliqué aux cliniques privées. Les cliniques privées, elles, c'est un processus différent pour recevoir leur financement. Ça passe par un appel d'offres. Et le ministère s'attend à ce que ça coûte plus cher, en fait, à ce qu'ils soient obligés de donner des montants supérieurs aux tarifs prévus pour les établissements publics. Pourtant, ils sont supposément plus efficaces. Ah, dans les faits, c'est pas ça c'est pas ça la réalité. Dans les faits, ce qui se passe, c'est que ça coûte plus cher en établissement privé. Il n'y aura pas le même régime d'austérité appliqué aux cliniques privées. Donc, c'est préoccupant à plusieurs égards. Je comprends. Godefroy, vous avez l'air de vouloir... Non, mais c'est parce que je pense au livre que vous avez écrit, c'était Santé Inc. Ben oui. Ben, c'est ça. C'est pour ceux que la question intéresse davantage. Mais là, il y a quelque chose qui... Il faut qu'on en parle parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire « Ah, si Anne Plourde s'en vient... » Deux questions. La première, on a appris que les CLSC vont voir leur blason être redoré par la nouvelle ministre de la Santé. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que vous y croyez? En fait, moi, quand j'ai lu la nouvelle politique sur la première ligne qui vient d'être annoncée par la ministre, je me disais, mon Dieu, mais... La ministre Bélanger, son nom? C'est Sonia Bélanger. Sonia Bélanger, voilà. Je me suis dit, mon Dieu, mais ils ont lu nos publications à l'IRIS, puis ils se sont dit, c'est toutes des bonnes idées, on va mettre ça dans notre politique. Wow! À la CAQ, là, ils sont très attentifs à la gauche. Hein. Vous l'avez vu avec mon histoire? Ils sont peut-être lire, on va lire ça. Mais en fait, pour comprendre la politique, il ne faut pas juste lire la politique. Il faut aller lire aussi le programme GMF qui vient d'être renouvelé le 1er avril en même temps que la politique a été annoncée. Puis il faut aller lire aussi les groupes de médecine de famille. Voilà, donc, la manière dont on va financer les groupes de médecine de famille. Et aussi, il faut aller voir les orientations du ministère pour les CLSC. Le document qui était destiné aux CLSC, qui n'était pas nécessairement destiné au grand public. Puis quand on va voir ces deux documents-là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les CLSC, c'est vrai qu'on veut leur redonner une place, mais c'est
pas mal une place, je dirais, un peu de chef d'orchestre qui aurait aucun pouvoir sur ses musiciens, en quelque sorte. Donc? Au sens où on va donner au CLSC un rôle de coordonnateur puis de porte d'entrée sur leur territoire. Donc, toutes les personnes qui ont besoin de services sur un territoire, c'est à la porte du CLSC qu'ils vont aller cogner. Les CLSC vont être responsables, ont une responsabilité populationnelle de s'assurer que ces personnes-là reçoivent des services pour leurs besoins. Mais ces services-là, ce n'est pas nécessairement les CLSC eux-mêmes qui vont les donner. La plus grande partie des services, en fait, vont être donnés par les groupes de médecine de famille parce qu'on est en train, depuis plusieurs années, de transférer les services qui étaient donnés auparavant dans les CLSC. On les transfère dans les groupes de médecine de famille. On leur donne plus de financement aux groupes de médecine de famille. Et les CLSC n'ont aucun pouvoir sur les groupes de médecine de famille. Ils ne peuvent pas dire, ben vous allez être ouvert à tel moment. C'est pas les CLSC qui gèrent ça. Il y a des contraintes imposées par le ministère aux groupes de médecine de famille sur les heures d'ouverture, ce genre de choses. Mais ce que l'histoire nous apprend, c'est que ces contraintes-là, historiquement, elles n'ont pas été tellement respectées par les groupes de médecine de famille. Comme à 40%, ils ne respectaient pas les conditions, puis ils continuaient de recevoir le financement. Puis dans ce temps-là, quand ils ne respectent pas les conditions, ce qu'on fait, c'est qu'on change les conditions pour que les GMF, finalement, les respectent. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas très bien, ce modèle-là. Puis là, on est en train, encore une fois, de renforcer le modèle des groupes de médecine de famille. En fait, on va leur donner encore plus de mandats, encore plus de financement, mais sans garantie, en fait, que ça fonctionne réellement. Ça fonctionne par incitatif financier. Puis quand les groupes de médecine de famille ne remplissent pas les conditions, on a beaucoup de difficultés à dire, on va vous enlever votre statut de GMF parce que si on fait ça, ben là, c'est des patientes et des patients qui perdent l'accès aux services. Puis les CLSC qui vont recevoir les demandes de services n'auront pas le pouvoir d'inscrire les patientes et les patients. Est-ce que ça rajoute une structure qui va... C'est un nouveau guichet pour nous dire d'aller ailleurs? Non, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'il y ait cette porte d'entrée-là. C'est quand même un pas en avant, si on veut. Là. C'est mieux ça que ce qu'on a, que rien du tout. Là. Mais c'est loin d'être suffisant. C'est plus ça. Là. C'est que si on veut que les CLSC soient capables de jouer un vrai rôle de porte d'entrée, on devrait réintégrer les services au sein des CLSC. On devrait redonner aux CLSC la capacité de donner eux-mêmes ces services-là. D'être ouvert le soir, d'être ouvert le week-end. Parce que les GMF, moi, je suis suivi par un GMF, puis c'est impossible d'avoir un rendez-vous à l'extérieur de 9 à 5. Et pourtant, les GMF sont contraints par leur réglementation, le programme qui les finance, d'être ouverts les soirs et les fins de semaine. C'est pas le cas. Est-ce que je me trompe, mais leur réponse, c'est de sous-traiter ça aux urgences? Exactement. C'est qu'en même temps, dans le programme GMF, on leur permet de prendre des ententes de service avec d'autres établissements pour que ce soit ces autres établissements-là qui donnent une partie de leurs heures d'ouverture les soirs et les fins de semaine. Et dans plusieurs cas, c'est les urgences des hôpitaux qui donnent les services de soir et de fin de semaine plutôt que les GMF. Donc, on est encore une fois pas vraiment en train de désengorger les urgences et d'améliorer l'accès aux services de première ligne. Et l'autre question et là, ça regroupe plusieurs questions que j'ai reçues, c'est les primes aux médecins, ça achève-tu? Et sous-question, il paraît qu'il y a des médecins qui sont un peu tannés, particulièrement les médecins spécialistes, que leur fédération soit, entre guillemets, hijackée par des mercenaires. Il paraît qu'il y aurait un certain mécontentement qui s'installe. C'est dur à croire d'extérieur parce qu'on ne l'entend pas, mais il y a des gens qui m'ont écrit ça, qui m'ont dit, moi, j'ai un beau-frère, une belle-sœur qui est médecin spécialiste, qui sont un peu tannés, mais je dirais pas que c'est une mafia, mais il y a une espèce de climat étrange. Là, je sais que vous êtes chercheur, je suis pas certain que vous avez accès à ces informations-là, mais en même temps, vous avez deux mains dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Effectivement, j'ai pas accès au débat politique interne à la Fédération des médecins spécialistes. Puis ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas très transparent. On n'a pas accès tellement au débat interne tant que ça. Je sais que récemment, il y a une des spécialités, là, il y a de la bisbille qui sort un peu publiquement à l'interne, là, parce qu'entre autres, les médecins sont insatisfaits de la répartition de l'enveloppe versée aux médecins spécialistes. Il y a des spécialités qui sont beaucoup moins valorisées que d'autres. Comme par hasard, c'est aussi des spécialités féminines qui sont moins valorisées que les spécialités masculines. Donc, je sais qu'il y a du mécontentement. Moi aussi, j'ai des médecins qui m'écrivent parfois pour me dire, des médecins
médecins spécialistes pour me c'est dire... ça. J'imagine qu'ils vous écrivent souvent, même. Oui, pas toujours pour... des fois, ils sont pas contents de mes publications ou de mes prises de parole. Ça, c'est bon signe. Mais ça arrive aussi qu'ils m'écrivent pour me dire ce genre de choses-là. Donc, moi aussi, j'entends parler de ce mécontentement-là. En fait, il y aurait un décalage entre ce qui est dit de la fédération et du terrain où les gens... Il y a des médecins, là, puis malheureusement, j'ai l'impression que les syndicats, ça reste que c'est un peu ça, là, des syndicats de médecins ou des corporations, donnent une mauvaise image, un côté très mercantile, alors qu'il y a beaucoup de médecins qui sont vraiment là pour les bonnes raisons, et c'est pas toutes des machines à imprimer de l'argent parce qu'ils sont incorporés, puis on l'oublie, ça, il faut quand même le dire. Là. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Je pense qu'effectivement, c'est important de faire la distinction entre les fédérations médicales, leur prise de position, et les médecins eux-mêmes. Voilà. Mais à ce jour, c'est quand même les fédérations médicales qui sont les seuls représentants autorisés des médecins. Donc, on n'a pas le choix de se baser sur... C'est dur de chialer quand tu fais 600 000 par année. C'est dur de... En moyenne, oui, c'est ça. Non, c'est ça. Puis pour ce qui est des primes, est-ce que c'est la fin des primes? Ben, on dirait pas. Avec l'abandon, la capitulation du gouvernement actuel là, dans la négociation avec les médecins. Moi, il y avait beaucoup de choses avec lesquelles j'étais en désaccord. Je n'étais pas en accord avec le projet de loi 106 là, tel que la CAQ le proposait. Ça, c'est-tu la réforme? La réforme de la rémunération des médecins, dont on a beaucoup parlé dans les derniers mois. J'avais plusieurs réserves à l'égard de ce qui était proposé par la CAQ. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut le réformer, le mode de rémunération des médecins. Ça fonctionne pas. La rémunération à l'acte ne fonctionne pas. Hein. On disait le financement de l'activité, ça fonctionne pas. La rémunération à l'acte, ça fonctionne pas un peu pour les mêmes raisons. Puis ça fonctionne pas juste pour... Il y a d'autres raisons supplémentaires pour les médecins. C'est que la rémunération à l'acte, ça fait d'eux des espèces d'électrons libres au sein du réseau. C'est pas des membres à part entière de l'équipe multidisciplinaire du réseau public. Ça les rend... ça rend le travail en équipe plus difficile. Puis ça, c'est une des principales causes des difficultés d'accès aux services, notamment en première ligne. Si on veut régler ce problème-là, il faut intégrer les médecins dans le système public comme salariés, comme les autres employés du réseau. Puis là, le gouvernement de la CAQ, évidemment, était loin d'aller jusque-là avec son projet de loi. Là. Mais là, revenir à essayer de faire orienter la pratique médicale par des incitatifs financiers, la recherche le démontre. Et des pénalités aussi. Oui, en fait, il n'y a plus de pénalités. Là, c'est juste des incitatifs. Il y avait ça. Projet, mais ça ne fonctionne pas. On le sait que ça ne fonctionne pas. La recherche le démontre très bien. C'est pas ça qui va fonctionner. Il faut que les médecins soient intégrés aux équipes puis qu'ils rendent des comptes de la même manière que les autres employés. C'est ça. Anne Plourde, merci. C'était passionnant. Je suis content de ce partenariat avec l'IRIS, de cette collaboration. Et là, malheureusement, vous ne pourrez pas rester pour la chronique de Godefroy parce que vous devez retourner à l'IRIS. À l'IRIS pour travailler. Ben oui, je dois mettre un sarrau et faire de la science. Je dois continuer à m'asseoir devant mon ordinateur, je dois dire. C'est un petit peu ça, mon travail. Là. Merci vraiment. Et on rappelle que l'étude qui s'appelle comment exactement? C'est le financement de l'activité, la réforme silencieuse du système de santé. Voilà, va être disponible sur le site de l'IRIS. Gratuitement, comme toutes nos publications, à partir de mercredi le 15. 15 avril. Merci vraiment infiniment. Je vous laisse retourner à l'IRIS et on se retrouve dans quelques semaines, dans un mois. C'est à peu près mensuel, là, la collaboration avec l'IRIS. Merci. Parfait, merci. Bon, Godefroy, je suis intrigué parce que vous dites que votre chronique est un peu en continuité avec ce qu'on vient d'entendre. Pas un peu en continuité. Il y a des liens à faire là, extraordinaires. C'est que ça aurait été bien d'avoir sa réaction parce que je pense qu'elle aurait pu prendre plusieurs balles au bon. Elle vous déteste. Elle était très occupée. Eh oui, c'est pour ça, mais ça donne des bonnes recherches. Alors, c'est correct qu'elle garde son emploi du temps, qu'elle ne change rien du tout. Non! C'est parfait, on lui fait confiance. Ouais. Donc. Vous avez dit, Fred, 2000 downloads? Oui! Pour J'aime ton énergie. Je pourrais même aller voir immédiatement. En direct? Moi, j'ai pas accès à ça. Non, parce que c'est moi le producteur et je garde mes chiffres pour moi. On est rendu à 2100. 2103. J'aime la stabilité. Oui. Donc, ça continue à chaque jour. 38, entre 38 et, je dirais plus, en moyenne 40. Par jour. 40 downloads par jour. Nouvelles personnes informées par jour. Parce que là, après ça, au début, il y a eu des 200-300. Oui. Mais là, on en reparle encore. On en reparle encore parce que dans le fond, on a 3 épisodes sortis et
Oh! beaucoup de réactions. Oui. Et on travaille sur le 4e. Oh! Et voilà. Ça, c'est le fun. Et là, les gens qui veulent nous écrire, j'en ai parlé tantôt, mais Oui. j'aime ton énergie en un mot, pas Pas l'apostrophe. rien. @gmail.com. Ouais. Et puis, Jean-F et moi, on prendra les courriels. Pour l'instant, on les prend, mais il n'y en a pas. Ah! Parce que les gens ne savaient pas. Mais non, là, ils C'est savent. nouveau. Ils savent. Mais tu sais, j'ai vu un commentaire sur Apple Podcast. Oui. Puis c'est écrit dans le commentaire, ben là, vous dites, tu sais, au lieu de dire merci beaucoup, Ouais. ça dit, ben là, on veut vous parler, on passe par où? Mais ça a fonctionné. Bravo. Mais là, je pourrais ajouter dans la description sur les plateformes. Ouais. Pour rejoindre. Je pourrais ajouter votre courriel. Je le ferai pas live, là, parce qu'on enregistre, mais Ben c'est non. très facile à faire. Montrez-moi ça, Fred. Ouais, OK. Je suis très. C'est bien et parfait, tout ça. Hein? Ben oui. Je suis surtout pas en processus d'optimisation. moi. Non. Je suis sous-optimal. C'est ce que j'ai Déjà, réalisé. avec la balado en général, on n'est pas dans un processus Ben, je d'optimisation. pense que j'ai hâte de voir ce que vous allez penser de ce que j'ai à vous proposer Ouais. aujourd'hui. Alors, Est-ce que ça va me heurter? je pense pas. Moi, je pense que ça va résonner. Ah, OK. Vous me direz. Ben oui, OK. Tantôt, là, je vais vous demander ce que vous en pensez. Ouais. Puis là, vous me direz ce que vous en pensez. Puis vous savez que je suis bon là-dedans. Effectivement. Oui. J'ai même amené un petit extrait, Fred, pour Ouais. justement donner le pu à l'oreille. Pour J'aime ton énergie, Oui, là. pour J'aime ton Ouais, énergie. Voilà, on va aller écouter ça. Des mesures qui visent à protéger les tarifs d'électricité, qui viennent du politique, il y en a eu dans le passé. Le 3%, c'en est une. Le gouvernement a déterminé que pour préserver l'acceptabilité sociale de la transition énergétique qui va générer des coûts, il y avait un plafond à fixer qui était à 3%. Monsieur Pouliot, donc, il nous dit que les interventions politiques, ça fait partie de notre histoire et on ne devrait pas s'en formaliser. Oui, mais attends un peu. Il maîtrise bien son discours. C'est un gars de com. Il nous dit que la rationalité, ce serait l'utilisateur-payeur. T'es loin, tu payes. Mais la question, c'est-tu de l'intervention politique de respecter le principe de base de la nationalisation? C'est pas honnête de dire que c'est une intervention politique, c'est plutôt un choix fondamental qu'on a fait au moment de la nationalisation, que tous les Québécois allaient payer le même tarif. Donc, c'est pas une intervention politique, c'est la base. On a entendu votre collègue. Oui, et celui qu'on entendait au tout début, c'est M. Pouliot d'Hydro-Québec, Ouais. parce que justement, ce qui était intéressant, c'est que je voulais des réponses d'Hydro-Québec, et l'épisode 2 commence justement avec cette entrevue-là, Ouais. avec Marc-Antoine Pouliot, un gars de communication. Et depuis que j'ai sorti les épisodes, ils ne me répondent plus. Non. Pourtant, je trouve qu'on n'a pas été méchants. Là. J'espère qu'ils sont juste bien occupés, parce que Ah, j'aurais d'autres intéressant. questions. Alors, j'avais la bonne ligne jusqu'à maintenant. Et là, On a des gens au Québec qui nous écoutent. absolument, oui, Donc, on va savoir le fin fond de l'histoire c'est ce que de, j'essaie de ce mutisme. Parce que pour le 4e épisode, j'ai besoin de parler à Hydro-Québec pour Oh. avoir des réponses. Ouais. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Donc, Ouais. c'est disponible sur toutes les plateformes balado. On peut s'abonner. Oui. Puis il va y avoir un 4e épisode et peut-être d'autres. Ah, là. il faut qu'il y en ait d'autres. Oui. là. Oui. Si les gens continuent à nous écouter comme ça, moi, j'ai Oui. le goût de continuer. Puis c'est Oui. en parallèle à ce qu'on continue à faire ici. Tout ça est un grand système où on s'informe puis on découvre des affaires. Ouais, voilà. Et là, aujourd'hui, on va parler d'optimisation. On va parler d'optimisation. C'est comme un sous... On va parler d'inspiration, je dirais Ok. plutôt. Parce que dans le fond, la grande curiosité que j'ai développée ici, et puis la satisfaction de pouvoir en parler après ça aux auditeurs, c'est vraiment ce qui m'a touché le plus, c'est le sujet de l'énergie, la transition. C'est une occasion, tu sais, renouvelée à chaque fois de travailler un bon coup sur un sujet, puis après ça, de le communiquer. Ça fait du bien, mais en même temps, on devient un peu comme obsédé. Ouais. Tu sais, je marche dans la rue, puis là, je pense au réseau de transport, je pense aux gens dans leur voiture, je me dis comment ça se fait qu'on n'a pas encore réussi à trouver une autre façon de se déplacer. Ouais. Je pourrais mettre toute mon énergie sans arrêt à débattre de ça, et évidemment, il ne faut pas que je fasse ça, sinon je vais être très triste Oui. et sans doute m'effondrer. Oui. Mais par contre, ce qui fait du bien, donc à défaut d'être obsédé, en dépit d'être obsédé, c'est de découvrir quelque part un communicateur ou un chercheur ou quelqu'un dont les idées viennent vraiment me stimuler. Puis Ouais. là, j'ai l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Et puis, j'en ai découvert quelques-uns dans l'année qui a passé, entre autres à cause de J'aime ton énergie. Oui. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler. OK. Et là, ces gens-là m'inspirent souvent quand je me mets à penser à, si moi je l'écoute, on est combien à l'écouter puis à Ouais. comprendre en même temps? Ouais. Si on est 14, c'est plus ou moins intéressant, mais quand tu pognes quelqu'un qui a 600 000 downloads par semaine, Ouais. tu dis 1 million, 2 millions, attention, il y a peut-être des éléments de mouvement qui pourraient venir de ces communicateurs-là et ça m'inspire.
Et là, on parle de nos downloads à nous. On en a 2000. oui. Ben, coudonc, c'est quand même mieux que... c'est pas de la gagnante? c'est mieux que 0 download. Non? Oui. Fait que là, je vais commencer par une de ces personnes que j'ai découvertes. Il s'appelle Jean-Baptiste Fresso. Donc, on l'écrit F-R-E-S-S-O-Z. Je l'ai entendu nommer Fressoz ou Fresso. Alors, je veux dire Fresso. Et c'est un gars qui a à peu près mon âge. C'est un historien des sciences, des techniques de l'environnement. Il est d'origine française, je l'ai dit. Il a été maître de conférence à l'Imperial College de Londres, donc le temple de la science moderne. Et maintenant, il est chercheur au CNRS et il est enseignant à l'école des ponts et chaussées. Oui. Et donc, lui, il a écrit plusieurs livres. Dont... C'est un peu de la Polytechnique, je pense. C'est l'école... C'est du génie. Oui. Et donc, il a écrit L'Apocalypse joyeuse. Il a beaucoup travaillé et écrit et contribué à la diffusion du fameux terme l'Anthropocène. Ah oui! Donc, cette période géologique dont plusieurs personnes doutent de l'existence, là, mais qui se caractérise par l'humain engendre tellement de changements sur Terre qu'on a des impacts géologiques et qu'on appelle ça l'Anthropocène comme époque. Ce serait la suite de l'Holocène. Et donc, il a contribué à ça. Et j'ai pas lu ce livre-là, mais par contre, j'ai vraiment pu découvrir ses thèses dans différentes entrevues. Et je vous invite à le découvrir lui aussi. J'ai tout de suite pensé à Victor Cour. Oui! Parce que Victor Cour, on l'avait eu ici à la balado en 2023 pour son livre L'emballement du monde. Et s'il y a une chose, moi, que lui, Victor Cour, m'avait fait comprendre et que j'ai... Ensuite, on ne peut plus désapprendre. Hein? C'est un nouveau paradigme. Ouais, c'était cette idée qu'on avait d'une succession d'énergie. Les moulins à vent, les moulins à eau. Ouais. Et ensuite, le bois, la machine à vapeur. Ouais. À laquelle succède le charbon. Le moteur explosion. Et ensuite, on arrive au pétrole. Ouais. Et lui, ce qu'il disait, c'est non, j'ai pas des bonnes nouvelles. C'est que toutes ces énergies-là ne se sont pas succédées, elles se sont additionnées. Ouais. Et donc, Victor Cour, c'est ça qui m'a fait... Et que, dans le fond, l'énergie, on peut expliquer beaucoup de choses en utilisant l'énergie comme moteur social, au-delà de ses capacités à faire avancer, à faire chauffer, parce qu'il y a des mouvements sociaux derrière l'acquisition et l'accumulation et l'utilisation des énergies. Donc, c'est vraiment intéressant. Une bonne brique, l'emballement du monde. Si vous l'avez pas lu, là. Mais nos auditeurs connaissent déjà. Oui. Mais donc, l'empilement des sources énergétiques au fil des années plutôt que leur succession. Ouais. Eh bien, Jean-Baptiste Fresso, lui, il rajoute une couche. Il reprend cette idée parce que lui aussi dénonce le fait que si vous lisez un historien du charbon, il va vous parler seulement de cette époque-là et pas de l'empilement des sources. Et lui, il rajoute une chose, c'est que non seulement les ressources énergétiques s'empilent, mais elles sont intriquées. OK? On pourrait écouter un extrait justement. En fait, toute l'infrastructure pétrolière, de son extraction à sa consommation, dépend de l'acier. Le charbon, le pétrole, est brûlé dans des moteurs en acier, ça fait avancer des machines en acier, et tout cet acier, ça dépend du charbon. Presque tout cet acier dépend du charbon. 75% de l'acier est produit à partir de charbon, 1 milliard de tonnes de charbon par an dans la sidérurgie mondiale actuellement. Puis l'extraction du pétrole consomme plein de tubes en acier, par exemple. Et ces tubes en acier, ça dépend donc du charbon. Quand je dis que c'est une dynamique d'accroissement symbiotique, l'industrie pétrolière américaine au début du XXIe siècle consomme une certaine quantité de tubes en acier. Cette quantité d'acier est supérieure à tout ce que l'économie américaine consomme d'acier en 1900. Et donc c'est vraiment cette dimension symbiotique que je raconte dans la première partie du livre. Donc on continue à exploiter le charbon pour faire de l'acier qui nous sert à puiser du pétrole. De la même manière, quand le charbon est apparu puis son extraction est devenue industrielle, on s'imagine, on a diminué la quantité de bois pour se chauffer, on a commencé à se chauffer au charbon, non seulement, on a continué à se chauffer au charbon, on a juste inventé au bois, et on a fait des nouvelles machines qui marchaient au charbon, mais en plus de ça, le bois est utilisé dans les mines de charbon pour créer les tunnels. Et donc, la consommation de bois liée à l'énergie a décuplé une fois que le charbon est arrivé. Puis là, on se dit, la consommation de charbon est décuplée par la consommation de pétrole. Et ce que ça veut dire, c'est que comment voulez-vous qu'on parle de transition énergétique si tout est absolument lié? Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on est dans une chimère. La transition énergétique, c'est un slogan. Et dans le fond, ça détourne la réflexion. Et ce qui nous apprend, son point de vue, c'est qu'on ne sera pas carboneutre en 2050. On s'en doutait, mais on s'imaginait que c'était possible. En fait, on se disait, ça ne sera pas possible. Ça va être une question de
Manque de volonté politique. Exactement. Lui, il dit... Lui, il se dit, c'est pas possible. Ah c'est ouais. juste pas possible. Ouch. D'ailleurs, lui, il dit que le terme transition a été inventé il y a très longtemps, dans les années 60, quand les gens ont dit, mais il va falloir penser l'après-pétrole un jour, et c'est pour mousser le nucléaire. En disant, Ah il va ouais. falloir faire une transition, mais pas pour se débarrasser du pétrole, c'était, on va en manquer à un moment donné, Ouais. et finalement, on n'en a pas manqué parce qu'on a trouvé des nouvelles façons de l'extraire. Godefroy. Oui. En 6e année, Mhm. notre prof nous disait qu'il allait plus avoir de pétrole, Ouais. éventuellement. Ben, on a trouvé d'autres façons. Qu'on allait avoir plus de pollution. Alors, Je suis pas si vieux, là. donc, lui, ce qu'il dit, Ça fait pas si longtemps. c'est que cette idée-là de transition, si on considère à quel point non seulement les énergies s'empilent, mais elles sont intriquées, on ne pourra pas dire on arrête de consommer du pétrole, on va avoir besoin de plastique, on va avoir besoin de bois, on va avoir besoin de charbon. Ce qu'il dit, c'est qu'une des choses qu'on pourrait faire, c'est d'être lucide et de dire, OK, en 2050, on va avoir électrifié beaucoup de choses, mais il y a des affaires qu'on n'aura pas pu électrifier. Le transport maritime, c'en est un. Mais là, on pourrait dire, OK, on va libérer du carbone dans l'atmosphère. Ouais. On va aller à 2,5 degrés, malheureusement, de réchauffement. Ça va être un peu catastrophique, mais au moins, on va pouvoir choisir où sont nos priorités. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'accorde comme libération de carbone? Est-ce que faire du béton pour des hôpitaux, ça vaut la peine? Peut-être que oui. Faire du gaz à effet de serre pour des centres de données, peut-être que pour l'humanité, Pour ça faire vaut des- moins la peine. Pour faire des dessins rigolos. Oui, et donc, lui, ce qu'il nous dit, c'est arrêtez de rêver, il n'y en aura pas. Il peut être déprimant. Ouais, OK, ok. c'est un peu, tu sais, je réalisais en même temps, j'aime ton énergie. Ouais. Pouf, puis là, je me disais, OK, c'est peut-être un peu ridicule de se scandaliser que Bernard Dainville nous a fait repousser l'atteinte de nos cibles Ouais. de 5 ans, quand finalement, on apprend qu'on n'a jamais consommé autant de pétrole et de charbon qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, lucidité, peut-être une petite claque à la gueule, Ouais, mais ouais. c'est bon de réaliser dans quoi on s'embarque, Ouais. pour pas dire trop de niaiseries. Un autre nouvel ami, lui, c'est un agrégateur, si on veut. C'est un de vos confrères, vous le connaissez sûrement. C'est un baladiste comme vous. On se connaît tous. Ben, c'est ça, puis il est très connu comme vous. Son attention, lui, c'est vraiment sur la transition, sur l'écologie, Ouais. l'économie et les systèmes. Son podcast s'appelle The Great Simplification, donc la grande simplification. Il s'appelle Nate Higgins et lui, c'est le directeur du Institute for the Study of Energy and Our Future. Je ne sais pas à quel point c'est un institut sérieux, mais ça existe depuis les années 2000. Et son balado existe depuis 2022. Donc, il est rendu à 216 épisodes. Et moi, j'en ai écouté un peu au hasard et c'est vraiment super intéressant. Donc, Nate Hagen, le balado, c'est The Great Simplification. D'ailleurs, il y a un épisode où il interviewe Jean-Baptiste Fresso. Donc, si vous voulez découvrir les deux en même temps, belle fun. c'est pas ce qui m'est arrivé, mais vous pouvez écouter les deux. C'est un épisode de février 2025, si je ne me trompe pas. Alors, une des thèses que lui défend, c'est qu'on est dans quelque chose qu'il appelle le carbon pulse. Donc, si on veut l'impulsion carbone. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut réaliser à quel point le fait qu'un baril de pétrole, c'est l'équivalent de 4 ans et demi de travail d'un humain. Ah, okay. En termes d'énergie. Et que dans le fond, en découvrant toutes ces énergies fossiles, on a décuplé la capacité de travail de l'humanité et on s'est ramassé avec des milliards de travailleurs pétrolifères, si on veut. On peut les imaginer en train de travailler pour nous. Imaginez la quantité d'énergie qu'il faut pour faire rouler un char à 120 sur l'autoroute. Donc, il y avait déjà en place les éléments du capitalisme, si on veut, avec l'agriculture, à partir de 10 000, 11 000 avant notre ère. Et donc, cette capacité d'accumuler du matériel, mais cette impulsion carbone, toute cette énergie qui a inondé notre planète, a tout changé, a rendu possible cette croissance exponentielle, mais sa thèse, c'est que ça ne durera pas. Alors, ou bien on va en manquer, ou bien ça va commencer à coûter de plus en plus cher. À l'eau, en ce moment, le gaz à 2 piastres le litre. Cela dit, pour ceux qui le payent, je croise encore des gens qui laissent rouler leur moteur, qui arrivent 20 minutes avant la cloche avec leurs enfants devant l'école, puis ils regardent leur téléphone, le moteur qui roule. Je me dis, peut-être qu'il n'est pas encore super on n'est peut-être pas toujours cohérent comme humain. Et cette personne-là, dans sa voiture, est peut-être malgré tout convaincue qu'elle est en transition parce qu'ils ont posé les thermopompes à la maison et ils recyclent. Oui, effectivement. Mais donc, c'est un piège, on le sait maintenant. Donc, le Carbon Pulse, cet instant carbone va se terminer et lui invite des gens, entre autres, pour faire des statuts sur « ça va pas bien », mais aussi, il prépare ce qui va arriver après. Et donc,
qu'est-ce qu'il nous faudrait comme société, comme réflexe à adopter si jamais on bascule dans un univers où effectivement les produits énergétiques vont devenir trop chers? Qu'est-ce qu'on devrait se préparer à faire? Et c'est super intéressant. J'ai un extrait de ce qu'il nous raconte. Là. The issue isn't now that we're running out of oil. The issue that is going to be relevant to our global situation is that we're running out of enough cheap energy to support the gargantuan financial claims that have been created over the last 50 years. We're getting almost 500 billion fossil workers in the form of fossil carbon and hydrocarbons that we pull out of the ground and only have to pay for the cost of extraction. But if we're unable to grow, then there potentially is a phase shift in the geopolitical response to... Alors lui, il dit que... il reprend cette idée comme quoi, dans le fond, on a sorti de la Terre l'équivalent de milliards de travailleurs qui ont rendu possible toute cette croissance et que c'est inévitable. À un moment donné, ça va coûter cher, il n'y en aura plus autant. Non, mais lui, il dit qu'on a payé juste l'extraction de ces travailleurs-là, qui sont dans le fond une unité de mesure. Ouais. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre. Parce que vite, on peut se dire, c'est une bonne chose. On a beaucoup de travailleurs virtuels qui vont faire des choses. Mais c'est qu'on va en avoir de moins en moins. On a construit toute une économie sur ces travailleurs-là. Et ça coûtait pas cher. C'est ça. C'est une énergie pas chère. Il va falloir commencer à payer, ne serait-ce que par la rareté. Ouais. Pas forcément parce qu'on va décider que ça coûte plus cher. Ouais. Mais donc, laissons l'idée à lui, c'est ça, c'est qu'on est energy blind. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte à quel point l'énergie est dans ce micro, dans nos laptops sur la table, dans votre machine à café qui chauffe en arrière. Tout est énergie. Ouais. Et si jamais ça se met à coûter cher, ça va tout changer. Ouais. Et il est possible de se préparer. Et il y a des invités pour nous en parler. Donc, Nate Hagens, The Great Simplification. Très intéressant. Ouais. Le connaissez-vous? Non. Zéro? Bon. Non. Mais j'en ai parlé à quelques personnes autour parce qu'il est très connu. Mais non, effectivement, c'est pas tout le monde qui le connaît. Moi aussi, je suis très connu, mais c'est pas tout le monde qui me connaît. Exactement. Et oui. Et moi, je suis pas connu et personne me... C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai des amis qui me connaissent. La dernière... Et des auditeurs. Absolument. Et justement, ces gens-là m'écrivent. Bon. Hein? Et ils m'écrivent. Ils trouvent une façon. Ils vont vous écrire à vous, là, vous donner l'adresse courriel. Et là, j'apprends qu'on a des auditeurs, que je nommerai pas, mais que je remercie, qui sont un peu déprimés parce que c'est comme si ce qu'ils ont retenu par rapport à tout ça, c'est-à-dire la crise climatique, la transition qui n'arrive pas, ce qu'on devrait faire, c'est la décroissance. Ouais. Et s'il y a une chose qui est pas mal claire, c'est que ça ne se fera pas volontairement, ça. Non. Alors donc, on devient un peu déprimé. Et là, il me dit, « Hey, j'ai découvert quelque chose qui est comme une alternative à la décroissance, une troisième voie. Tu sais, as le capitalisme, la décroissance et autre chose. » Olivier Hamant, un autre Français. Oui. Donc, Hamant, H-A-M-A-N-T. Moi, j'en avais jamais entendu parler. C'est un collègue, un chercheur biologiste, comme moi. Parce qu'il faut se rappeler que je suis un biologiste. Tu as une formation, là? Mais j'ai une formation, j'ai un bac en bio, mais je me qualifierais... En plus d'être le petit-fils d'André Laurando. Surtout pas chercheur. Je me demande si c'est encore vrai, ça, finalement. C'était-tu une joke au début? De quoi, ça? Que j'étais le petit-fils d'André Laurando. Non, c'est vrai? C'est vrai. Je ne sais plus. Ma vie est une fiction. Chercheur comme moi en biologie, en biophysique. Ouais. Et en 2023, il a écrit un livre qui s'appelle « Antidote au culte de la performance ». Pour l'épisode, j'ai plutôt lu un autre de ses livres qui date de 2022 qui s'appelle « La troisième voie du vivant ». Alors, M. Hamant, si vous avez un peu de curiosité, il est c'est pas exactement un timide, là. Ah, okay. Sur Internet, il est très, très présent. Okay. J'ai écrit à des gens autour de moi qui m'ont dit « Oui, je le connais, je suis déjà allé à des conférences. » Puis je me dis « Ah, ben, écoute, non, OK, d'accord. » Et là, lui... il s'emmerdait un peu dans son laboratoire. Okay. Une des choses qu'il trouvait dommage dans la recherche en bio, c'était qu'il se concentrait sur des molécules, sur des trucs extrêmement spécialisés. Et c'est quand il a reculé un peu sa lunette et qu'il a vu les interactions systémiques. Ah. Et c'est un peu comme Jean-Baptiste Fresso qui parle du système énergétique ou encore de Nate Hagen qui parle, lui, de la grande simplification. C'est un autre qui s'intéresse aux relations entre les systèmes et donc, plus c'était compliqué, plus il trouvait ça intéressant. Plus c'était complexe, dis-je. Ouais. Et donc, il a constaté, lui, que c'est sûr que oui, on est dans un monde qui... parce qu'il s'est mis à réfléchir, il est parti du vivant, il a découvert des choses et une des choses qu'il a découvertes, c'est... Et là, je vais essayer de vous l'expliquer. Il a découvert, entre autres, son domaine de recherche, c'était les fleurs. Et il était fasciné par le fait que les fleurs d'un arbre, d'un pommier, par exemple, sont toutes pratiquement exactement pareilles. Oh. Là, il se disait, où est-ce qu'il y a le plan de la fleur? Parce que nous, on s'imagine comme humains, le plan d'une ville, le plan d'une maison, on est dans le bottom-down, c'est-à-dire top-down. C'est-à-dire on part d'un grand
un grand architecte et on descend. Fait que là, il se disait, dans le pommier, où est ce plan-là? Il doit avoir un gène ou une série de gènes. Et en fait, ce qu'il a réalisé dans ses recherches, c'est que ce qui donne la fleur, c'est un paquet d'unités de développement qui sont un peu en compétition, OK. qui ne sont pas exactement toutes la même version de la même fleur. Et ce qui fait qu'on pourrait couper une branche, rajouter plus de soleil que d'habitude, faire une saison plus pluvieuse et tous ces éléments-là en compétition, plutôt que d'avoir un seul plan, se coordonnent et font qu'au bout de la ligne, malgré des variations, on arrive à une fleur toujours pareille. Ah. Et là, ce qu'il dit, c'est on n'est pas dans l'optimisation de la fleur parfaite, on est dans une multiplication des petits moyens pas tout à fait corrects, avec des erreurs de gènes parfois, puis différentes copies de gènes qui font la même chose. Et lui, il appelle ça la robustesse. La robustesse, c'est-à-dire, pour un système, arriver à peu près au même résultat dans une fourchette acceptable. Donc, tu sais, en haut de ça, en bas de ça, je considère que j'ai réussi ma fleur. Mais peu importe s'il se met à faire beau ou mauvais, dans un système fluctuant, arriver à faire ce qu'on voulait faire, c'est la robustesse. Intéressant. Oui. Intéressant. Et lui poursuit sa recherche et se dit, ah, c'est curieux parce que moi, j'avais l'impression que ce qui était la loi de l'évolution, c'est pas la robustesse, c'est pas la multiplication de plants qui sont en compétition, c'est plutôt la loi du plus fort. La sélection. La sélection naturelle, c'est le plus apte, c'est le plus optimisé qui finalement devient... À son milieu. Qui devient le champion. Ouais. Fait que là, lui, il continue à réfléchir là-dessus, puis il se dit, par exemple, si on prend les cyanobactéries, donc c'est des bactéries qui vivent, entre autres, dans la mer, quand la température de l'eau arrive à un certain degré parfait pour elles, et aussi que les nutriments sont présents, elles se mettent à se reproduire et font ce qu'on appelle un bloom, c'est-à-dire une nappe de cyanobactéries. Ça peut faire des milliers de kilomètres, on peut les voir de l'espace. C'est pas bon, ça. C'est ultra toxique, c'est un parasite, en fait. Ça fait que si jamais il y a une optimisation et que la cellule en question se met à se cloner et se subdiviser, c'est la même cellule qui se répète sans arrêt et elle peut même libérer des toxines et empêcher tout ce qui pourrait venir s'installer là de vivre. Lui disait, c'est à peu près de ça qu'on a l'air, nous, les humains, sur Terre. Parce que un organisme vivant qui est face à l'abondance a des réflexes dans sa tête de pénurie et se met à accumuler. C'est ce qu'on appelle le bug de l'être humain. C'est-à-dire, l'humain est tellement satisfait d'atteindre son objectif qu'il aime ça. Et il essaie d'atteindre le plus possible. Et si on réussit à le convaincre que la bonne chose à faire, c'est d'obtenir le plus de choses possible, bien, il va courir après toute sa vie, même s'il n'est plus en pénurie. Et là, ce qu'il se rend compte, c'est derrière la grande croissance que notre ami Nate Hagen ou Jean-Baptiste Fresso associent à l'énergie pas chère, ajoute à ça la quête de la performance et de l'optimisation. Et c'est ça qui est derrière, selon lui, la grande accélération du capitalisme. C'est cette propension à tout optimiser. Optimiser nos vacances. On a un voyage à planifier, on va essayer de tout corder pour que tout aille bien. On a une machine à café, on veut la bonne température, la bonne pression, le bon grinder. Il y a des forums de discussion. On veut, dans les entreprises, on veut faire la même chose. Dans les champs, si on veut que notre moissonneuse-batteuse soit le plus efficace possible, ce serait parfait que nos brins de blé aient tous exactement la même hauteur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la monoculture. Mais tous ces éléments-là... On va utiliser des intrants. Oui, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi on utilise des intrants, Fred? C'est parce qu'on veut stabiliser le système. On veut qu'il soit toujours pareil. Oui, parce qu'on veut optimiser les rendements à la fin de l'année et pas avoir de mauvaises surprises. Et on peut optimiser dans un système qu'on contrôle. OK? Donc, un système très, très simple peut être optimisé. Mais aussitôt qu'on parle du vivant, j'avais dit tantôt ça avec on n'est pas en simplicité, on est en complexité. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on a regardé partout autour de vous, vous allez voir des indices, la pollution, les pandémies, les maladies, l'itinérance en ville. La détresse psychologique, les burn-out. Vous parlez à un gars, Fred, qui a fait un épuisement l'année passée dans un milieu de travail où, qu'est-ce qu'on essayait de faire au CPO où j'étais? On essayait d'optimiser. Et bien, ce que ce monsieur Amand nous avance, c'est qu'il faut s'inspirer du vivant, de la robustesse, des petites erreurs, de tout ce qui est redondant pour survivre à quoi? Au futur
et au présent, Ouais. qui ressemble à quoi? À quelque chose de salement fluctuant. Ouais, ouais. Ce qui s'en vient, là, regardez Ouais. les nouvelles en ce moment, Ouais. là, un détroit qui se fait fermer, Ouais. un pays qui se fait bombarder. Là, on est dans les grosses niaiseries humaines, Ouais. mais on pourrait aussi être dans les catastrophes naturelles. Ouais. Mais tout ça nous enligne sur ça va être un monde fluctuant. Et lui, ce qu'il dit, c'est Mais ça a toujours été un monde fluctuant, dans le fond. il y a eu des. C'est ça, mais c'est ça qu'on n'accepte pas, peut-être. Mais Fred, il a été excessivement stable, le monde Ah dans ouais. lequel. Ben oui. Tu sais, la température là, dans les dernières. Ah, ça, oui, les oui, oui. derniers 30 000 Moi, ans, moi, là, je- ça a ouais. été plutôt stable. Oui, Oui, il y a eu des guerres et tout. oui, moi, j'étais à ce niveau-là. Ouais. Sur le plan humain, Ouais. Mais donc. la donc- fluctuance est quand même. Et donc, on a tout intérêt à pas faire comme si on était dans un univers simple. Tout à fait. Et j'ai des petites citations, pas des citations, mais des extraits Oui. de notre ami Olivier Ah oui, Hamon. je veux l'entendre. Vous allez voir, c'est comme ça, il est pas timide et il est un peu éparpillé. Allez, écoutons-le. Se recycler en permanence. Et donc le vivant n'est pas performant. Le vivant, alors il y a des On peut- moments de On performance. peut quand même. Il y a quand même des moments, voilà. Il y a Ouais. quand même des moments. Bah, le moment de la chasse, par exemple, c'est l'exemple que je prends tout le temps, mais la lionne qui va se choper la gazelle, elle va prendre le chemin le plus court. Hein. Ça sera une ligne droite. Donc ça, c'est de la Pour performance. économiser l'énergie. Voilà, exactement. Et puis aussi parce que il y a une cible et il y a un objectif à atteindre. Ouais. Mais la lionne ne va pas passer sa journée à chasser des gazelles. Elle dort. Hein. Les lions, ils dorment entre 16 et 20 heures tous les jours. Encore un cas de sous-optimalité criant, quoi, si je puis dire. Et puis quand elles se réveillent, les lionnes, elles vont pas que chasser. Et quand elles chassent, le peu de temps, les quelques secondes, hein, ou minutes, quoi, où elles vont chasser, en fait, 95% du temps, elles ratent. Donc même dans les moments de chasse, de Ouais. performance, elles sont pas performantes. Ça, faut pas l'oublier quand on regarde des documentaires animaliers. Mhm. On prend beaucoup en pitié les gazelles, mais faut pas l'oublier. Ouais. Elles se sauvent la plupart du temps. Oui, et ce serait une mauvaise nouvelle si les lionnes étaient en optimisation. Parce qu'il n'y aurait plus de gazelles. Mais non! Et plus de lions. Et les lions bout du compte. seraient plus aussi beaux en train de chiller, puis Ouais. se licher, puis marcher ensemble dans la savane. Ouais. Hmm? Voilà. Donc, tu sais, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des élans d'optimisation. Ouais, ouais, ouais. Il y a un autre exemple assez extraordinaire qui donne la fièvre. Ouais, OK? ouais. Les enzymes du corps humain fonctionnent bien à 37,2, là, notre température ambiante normale. Qui est une température tiède. Une température tiède, oui. La Oui. tiédeur, c'est bien, des fois. Absolument. J'avais lu, il y a quelqu'un qui disait ça. Les extrêmes, il n'y a rien qui se passe de bon dans les extrêmes. Ça, c'est vrai. Oui. La vie se développe dans la tiédeur. À la marge. Oui. Bon, mais ça, c'est un autre point où vous allez vous entendre avec M. Hamon. Mais lui, ce qu'il explique, c'est pas de la philosophie. Là. C'est dans le corps Ouais, humain. ouais. Les enzymes qui servent, entre autres, à nous protéger contre les envahisseurs Ouais. fonctionnent pas pire OK. à 37,2, Ouais. mais on se dit, voyons, c'est pas optimal, ça, comment ça se fait? Mais si on tombe malade, Ouais. ben, il y a une réaction physiologique du corps, on se met à faire de la fièvre, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe à 40 degrés ou à 38, 39? Ces enzymes-là deviennent ultra efficaces. C'est comme si le corps se gardait une marge de manœuvre. Un buffer. Donc, se maintenir dans une façon d'être sous-optimale Ouais. permet, au moment où c'est important, de partir après la gazelle ou après la COVID pour en guérir Ouais. parce que les enzymes fonctionnent. Mais si on vivait à 40 degrés, ben, il y aurait d'autres problèmes qui s'installeraient. Il donne un autre Intéressant, exemple ça. où le vivant n'est pas optimisé. Tu sais, vous savez, les panneaux solaires sont noirs Oui. parce qu'ils reflètent aucune couleur. Oui. Ils absorbent le maximum de lumière et grâce à ça et la technologie, ils ont un taux d'efficacité autour de 20 Oui. de création. Pas beaucoup. C'est pas pire. Mais les feuilles, Oui. la photosynthèse, ont un taux d'efficacité du même genre Oui. en termes de transformation d'énergie de 2-3 Arc. Et juste le fait que les feuilles soient vertes, mais ça nous dit cette couleur-là est renvoyée dans Ouais, l'atmosphère. ouais, ouais. Et donc, les plantes qui sont sur Terre depuis des millions d'années endurent ça, une efficacité de seulement 3 Ouais. Comment Ils ça ont se- beaucoup de feuilles, par exemple. Oui. Et là, est-ce que ces feuilles-là servent à quelque chose dans la nature? Ben oui, effectivement, ils sont de la nourriture pour d'autres. Ouais. Et il y a aussi d'autres éléments, c'est qu'il y a des erreurs dans ce que cette enzyme-là fait, Ouais. et c'est ce qui permet par moment aux plantes non plus de produire de l'oxygène, mais d'en consommer. Ouais. Par exemple, quand ils font de la respiration cellulaire, mais c'est une autre histoire. Ouais. Mais tout ça pour dire que l'optimisation dans la nature, là, c'est des petites histoires pas longues, comme notre lionne qui court Ouais, après ouais, la ouais, gazelle, ouais. et que nous autres, comme humains, on est en optimisation tout le temps. Cette histoire du réseau de la santé, Ouais. c'est le meilleur exemple. Ouais, tout à fait. Et là, de donner de l'espace aux gens qui travaillent, les laisser faire des erreurs, Ouais. ce que ça fait,
selon lui, c'est qu'on augmente dramatiquement les interrelations entre les personnes. J'ai réparé ma machine à café, Fred. Oui. J'ai acheté une machine à café robuste. Oui. C'est-à-dire, elle se répare. Oui. OK? Donc une vieille machine. Non, elle est neuve. Oui. J'ai acheté usagée. Mais elle est récente, Ouais. mais elle est faite pour être réparée facilement. Oui. Et j'ai eu un problème avec. Je suis allé sur un forum. J'ai parlé à 7-8 personnes différentes. Ouais. J'ai trouvé la pièce. J'ai réglé mon problème. Et à la fin de tout ça, je suis moins niaiseux. J'ai parlé à 7-8 personnes. Ouais. Si elle avait été juste un peu optimale, ma machine, parce qu'elle n'est pas optimale. Mais si elle était optimale, j'aurais été complètement dépendant Tout à fait. de la ramener au magasin. Tout à fait. Une voiture, Ouais. on parle de la voiture électrique comme d'une réponse à la crise. Ouais, On va climatique. électrifier, ça va être Ouais. merveilleux. Mais lui, ce qu'il dit, c'est si on voulait des voitures robustes et non pas optimisées, Ouais. parce que si on transitionne vers l'électricité, mais qu'on reste dans l'optimisation, Ouais. on va frapper les mêmes écueils. Ouais. Mais ça va être avec l'énergie différente, mais ça va être les mêmes Ça va être problèmes. pareil. Ouais. On Ouais. va encore être en optimisation, puis on Ouais. va oublier l'essentiel. Ce qu'il dit, c'est une voiture robuste, ce serait, de un, plein de moyens de se déplacer. Oui. Pas juste la voiture. J'ai un petit extrait pour ça. Donc la clé, c'est la diversité aussi. Hein. Bien sûr, Ça, ça c'est clair. C'est aussi quelque chose qu'on observe dans la nature. Hein. La diversité se porte mieux que la monoculture, par Bien sûr. exemple. Hein. Alors là, il y a une phrase, la monoculture attire le pathogène. Ouais. Que ce soit pour une agriculture ou pour l'informatique. Hein, les cyberattaques attaquent les plus gros logiciels. Mhm. Donc il faut diversifier. Diversifier. Ouais. Et les choses sont plus fiables, sont plus stables, sont plus solides. Exactement. Bah, c'est par sont exemple plus robustes. Voilà, exactement. Si on prend la mobilité, par exemple, si j'ai accès à un vélo, à un bus, à un métro, et puis à un voisin qui peut m'amener, bah, c'est plus robuste. J'ai une diversité de potentiel. J'allais dire, le vélo est plus robuste que la voiture, puisque je peux le réparer facilement. Ben, le vélo est plus robuste. Non, ce qui est robuste, là, Fred, c'est d'avoir les trois. C'est le cocktail. C'est le cocktail, c'est d'avoir plusieurs façons. Tu sais, Ouais. votre objectif, c'est vous rendre chez votre ami Oui. pour réparer sa machine, pour discuter Oui. de quelque chose, Oui. échanger des idées. Oui. Ben, si vous êtes dans l'optimisation, vous allez voir, OK, c'est quoi le moyen le plus rapide d'y aller? C'est en char, j'y vais. Ouais. Ça va bien tant qu'il n'y a pas de trafic. S'il y Voilà. a du trafic, vous êtes vraiment cuit. Ouais. Si vous avez la marche, le vélo, Ouais. le métro, Ouais. le bus, comme une auto, c'est tout ça ensemble qui est robuste. Alors, la balado est assez robuste parce que j'ai un vélo J'arrête pas d'y penser. et un partenariat avec Communauté. Ben, elle est- Qu'on remercie d'ailleurs. Elle est plus que robuste. Oui, très robuste. L'aspect comme auto, c'est comme une Oui, joke, mais oui. en fait, C'est comme pas une joke, c'est un vrai partenariat. c'est un vrai partenariat. Ben parce non, que mais c'est pas ce qui vous rend robuste. Ce qui vous rend robuste, Fred, c'est que vous êtes sous-optimal. ça, c'est vrai. Particulièrement sur les réseaux sociaux cette année, et ça va. Et les downloads ont augmenté. Il n'y a pas de cause à effet. Mais mon Dieu, que ça simplifie ma vie. Mais il faut absolument identifier vos objectifs. Alors que je pourrais être beaucoup plus optimal et stressé avec ça. Mhm. Et j'ai décidé de lâcher prise cette année parce que c'était vraiment Et désagréable. vous seriez dans ma peut-être vie. un animateur moins engagé, moins investi Peut-être, si vous voilà. étiez en train de faire des vidéos niaiseux Ouais. en espérant faire monter un indicateur. Exactement. Ouais. Vous avez tout compris. Ben, c'est pas moi qui ai tout compris, Fred, c'est Olivier Amand. Oui. Donc, on s'inspire du vivant. Et puis, tu sais, je pense par exemple à si on laisse les voitures, si Ouais. on laisse la voirie à des compagnies Ouais. qui sont là, elles, pour optimiser Leur leur profit, Oui. ben si jamais on se confronte à la réalité fluctuante qu'est la vie des yards à Montréal, Oui. vous allez voir que ça fonctionne pas. Exactement. La voirie, c'est une chose. Mais je pourrais aussi vous dire, regardez les humains qui marchent dans les rues à Montréal. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère Ouais. et il y a quelque chose, quelque part, qui ne fonctionne pas. Ouais, tout à fait. Et alors, les indices sont nombreux et lui, ce qu'il dit, c'est que la robustesse pourrait peut-être venir de Soraya. Ah oui? Oui, notre mairesse. Oh. Pourquoi? Parce que, Fred, les politiciens municipaux Ouais. touchent au réel. Ouais. Eux autres sont dans la rue pour vrai. Ils ont des problèmes d'égout. Ils ont des problèmes de kilowatts. Il manque d'électricité pour un nouveau quartier. Et le fait qu'ils soient en contact réel, oui, avec les gens du quartier, mais avec l'univers fluctuant, Ouais. eux l'ont dans la face. Ceux qui sont au Parlement l'ont beaucoup, beaucoup Ça, moins. c'est vrai. Ben, c'est la robustesse, adhérer à la robustesse pourrait commencer à venir en tout premier lieu par les politiciens plus locaux. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on voit. Cela dit, ils ne sont pas à l'abri de billets Ben non, idéologiques. mais non, pas du tout. Mais ils sont
c'est parce que si tu n'es pas confronté au monde fluctuant, Ouais. tu peux t'imaginer que l'optimisation fonctionne. Ouais. Tous ces plans en médecine qu'on fait, là, Ouais. ça se fait pas ça se fait pas à l'urgence. Ça hein. se fait pas dans le réel non plus. Ça se fait top-down avec des gens dans des agences. Exactement. Ouais. Et c'est un système ultra compliqué. Ouais. Et si on se fie à ce que M. Hamon dit, il y a peu de chances que ça fonctionne. Ouais. Tandis que si on parle d'un CLSC, Ouais. où tout le monde est payé à l'heure, si vous écoutez Jean Désy parler de la médecine, puis rentrer un petit poème à gauche, à droite dans ses affaires, vous allez vous rendre compte. Il est médecin? Ben oui, il est médecin tout à fait. Il sait de quoi il parle. Et prof de littérature. Ouais. Un gars vraiment trippant. Ouais. Mais je veux dire, sa vision à lui de la médecine, elle n'est pas dans l'optimisation. Et quand tu laisses du temps aux choses, Ouais. tu sais pas exactement ce qui va se passer, mais il y a des bonnes chances que si tu as des surprises et des fluctuations, tu Ouais. puisses t'adapter et Ouais. en profiter. Ouais. Et là, pour finir, Oui. C'est plutôt une image. Puis tu sais, ce gars-là, on pourrait le contredire, puis on pourrait dire, voyons, mais c'est... on Olivier, pourrait- oui. Olivier Hamon? ou, Olivier Hamon. On pourrait... Jean Désy, OK. Non, Jean Désy, on n'a pas le goût de le contredire, on Non. a le goût juste de l'écouter. Olivier Hamon, si on prenait chacun de ses énoncés, puis Ouais. qu'on voulait, je pense qu'on pourrait contester beaucoup des choses qu'il Ouais, dit ouais. parce que je choisis de suivre sa pensée parce que ça m'inspire. Oui. OK? Mais quand j'ai envoyé un courriel à mes amis pour leur dire hey, connaissez-vous? Moi, ce que j'ai eu comme réponse, c'est des entrepreneurs qui m'ont dit hey, je suis allé le voir, moi, puis ça a changé ma façon de gérer ma compagnie. Oh, Et moi, en fin de semaine à Pâques, j'étais avec cet entrepreneur-là OK. et quelqu'un de la famille dit hey, puis la compagnie, comment ça va? Ça grossit? Et puis moi, je l'ai vu répondre non, ça va bien. OK. Donc, il n'était pas dans l'optimisation et je me plais à croire Ah, que c'est la robustesse bon. qui a fait son chemin. Ça me parle en tant qu'entrepreneur. Absolument. Et donc, ce qu'il nous raconte aussi, c'est est-ce que tout ça s'en va quelque part? Ces idées de robustesse-là, Ouais, c'est est-ce ça. que ça peut changer quelque chose? La première réponse qu'on pourrait avoir, c'est pas pantoute. Hein, le capitalisme, c'est ben trop fort. Ouais. À ça, lui répond tout vient de ceux qui sont à la marge. Donc, ceux qui sont en contact avec le monde fluctuant. Ceux qui peuvent faire des tests, c'est eux qui ont le pouvoir de faire changer le cœur, mais l'image qu'ils utilisent, ça va me servir de fin de chronique parce que vraiment, ça frappe l'esprit. Les nuées des tourneaux, par exemple, c'est un système qui se transforme, qui change de forme en permanence, qui tourne à droite, qui tourne à gauche. Et on peut se demander comment font-ils pour se transformer sans faire de casse. Ce sont les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie, ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. Donc ils vont se synchroniser en périphérie et ils vont contaminer le cœur. Donc c'est toujours les pionniers, la périphérie, qui va faire basculer le système. Pour nous, société humaine, si on veut chercher le monde robuste qui vient, faut pas le chercher dans le cœur du système. Faut plutôt le chercher dans les marges. Et voilà. Intéressant. Wow. Sommes-nous à la marge? Sûrement. Un peu. Je pense que oui. Wow. Pas pire, hein? C'était passionnant. Olivier Hamon. Godefroy. Olivier Hamon. Et tous les autres Oui. que vous nous faites découvrir. Ça m'aide à vivre, ça. Cette histoire de robustesse, là, ça Ouais, non, mais pour vrai, c'est vraiment. Là, je viens de le découvrir, Ouais. alors. faut le digérer. Oui. Mais est-ce que je peux faire un terminé avec... Ben oui. OK, ma chronique est finie. Oui. Ah, c'était cool. Bon, écoute bien, j'ai changé de CPE. Oui. OK, puis je veux pas dénigrer l'ancien milieu, mais il était très différent. OK? Ouais, ouais. C'est un milieu où on était dans un milieu associé au monde des affaires. Oui. Et ça transparaissait. Oui. Et on essaie, puis je l'ai nommé ça avant de rencontrer ce monsieur Hamon. Et je disais, je comprends l'idée d'optimiser, de sauver une demi-heure là, puis de ne pas remplacer une éducatrice qui est malade parce que ça coûte de l'argent, ça coûte super cher de la remplacer. Optimiser un CPE, si tout allait bien, si tout était contrôlé, là, je pense que ce serait une bonne idée. Mais avec les gastros, avec du staff en épuisement, avec des enfants qui ne sont pas toujours de bonne humeur, tous ces plans d'optimisation, là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on essaie de prendre de l'optimisation qui est quelque chose qu'on voudrait appliquer sur un système simple. Et un CPE, Fred, c'est vraiment pas un système simple. Et là, maintenant, je travaille dans un CPE où il y a de la redondance, il y a des petites erreurs, il y a des demi-heures où on se dit « Ah, il y a un peu moins d'enfants, on pourrait faire quelque chose. » On laisse les gens faire leur travail. Et soudain, elles ont de l'énergie pour organiser une fête de cabane à sucre, organiser des sorties à la bibliothèque, faire des partenariats avec une maison de personnes âgées juste à côté. Et je vois ça aller, puis je me dis, mais c'est exactement ça. On laisse une marge de manœuvre au vivant et le vivant s'organise et s'adapte. Wow! Voilà. Merci, God. On va arrêter tout de suite, puis on va aller laisser les choses
advenir. Oui. Sans optimiser cet épisode. 0. Hey, merci, gars, c'est passionnant. Alors voilà comment se conclut ce 27e épisode. Merci Anne Plourde. J'aime ça, ces chroniques-là. Elles sont denses, elles sont nichées, mais en même temps, elles sont fondamentales, essentielles, et elles nous permettent de comprendre ce qui se passe réellement, entre autres avec le domaine de la santé, de toutes les réformes qu'on propose. Ben là, on a des éléments pour comprendre les prochaines crises financières et les prochaines mesures d'austérité qui frapperont la santé. Grâce aux recherches d'Anne Plourde, on est capable de les articuler. Merci à Godefroy Lorando aussi de nous faire découvrir toutes ces personnes. Là, je vous promets de vous envoyer... Vous savez, on a parlé avec Godefroy, on n'est pas du tout dans l'optimisation, mais là, je suis dû pour une infolette, je le sais. Mais là, je suis installé... Ça a été tellement intense et j'ai mis ça de côté pour vrai parce que c'est pas la partie la plus que j'aime le plus faire, mais je sais que vous aimez ça en même temps. Alors, je suis écartelé avec ces histoires d'infolettes. Mais en plus, ça coûte cher. Ça prend un abonnement à des applications, à des sites qui offrent la possibilité de faire des infolettes et ça coûte une fortune. Alors, il y a ça aussi qui fait que je dis pas que j'ai plus les moyens, là, mais des fois, je me disais, est-ce que ça vaut la peine de payer pour ça? Puis on parle de genre 40$ par mois, là, pour un service de base d'infolette qui respecte la loi canadienne aussi, parce qu'on ne peut pas envoyer des courriels à qui on veut. En fait, c'est ceux qui sollicitent. Et quand ils décident de se désabonner, ben, il faut que ce soit pris en compte. Et bon, alors, j'ai pas le choix. Là. Je ne peux pas juste envoyer un... Puis j'ai quand même 2200... Ben, c'est pas énorme, là, mais j'ai 2200 personnes à peu près d'abonnés à l'infolette, avec un taux d'ouverture assez élevé. Mais bon, on ne peut pas tout faire et je n'optimise pas ce projet. Et grâce à la chronique de Godefroy Lorando, j'ai compris que c'est une maudite bonne affaire. Alors voilà. Mais c'est perspectible et je le suis. Bon, hey, petit update sur mes tribulations avec la coalition Avenir Québec parce que moi, j'en ai parlé sur Blue Sky en toute transparence. J'en ai parlé ici, je pense, à une ou deux reprises. Et là, j'ai reçu un message Facebook d'une personnalité du commentariat politique québécois, du diffuseur public. Je ne le nommerai pas parce que il ne sait pas que je parle de ça. Puis c'est pas une grosse chose, c'est pas une grosse affaire. Là. C'est juste que cette personne que je qualifierais de potineur politique pour le diffuseur public, m'a demandé si c'était vrai ce qu'il avait entendu sur cette histoire que j'avais pris mon membership Black CAQ, puis quand ils se sont rendus compte que j'étais membre de QS, ben, ils m'ont expulsé du parti. Puis j'ai dit, hey, j'ai tout mis ça sur Blue Sky, tu peux aller lire ça. Avec un petit clin d'œil, là, tout à fait amicalement. Et lâchez donc Twitter, les journalistes. Il y a d'autres réseaux sociaux. Allez donc sur Blue Sky. Et c'est très drôle. Ah, ben c'est peut-être lui qui m'appelle d'ailleurs. Ah non, c'est mon épouse. Allô? Ah, c'est parfait. Je suis en train d'enregistrer. De façon amicale, je lui dis lâchez donc Twitter puis venez donc sur Blue Sky et j'ai pas donné plus de détails que ça. Puis là, il m'a répondu j'ai déjà assez de réseaux sociaux et je pense pas qu'il en a parlé. De toute façon, ça ne mérite absolument pas l'attention des médias. Ce qui aurait mérité l'attention cette semaine des médias, c'est cette entrevue que Paul Saint-Pierre Plamondon a donnée aux médias d'extrême droite, Rebel News, qui a été désavouée par le Conseil de presse du Québec. Ça, je pense que les médias auraient dû en parler, mais non. Malheureusement, c'est comme normal. Pourtant, rappelez-vous, pendant la campagne électorale, Rebel News avait fait les clowns, avait fait les pitres pendant la période de questions, et François Cardinal avait fait un édito pour dire que c'est pas un vrai, mais c'est un média militant.
comme pivot, alors que comme Press Progress aussi, alors que Press Progress et Pivot ont des codes d'éthique sur le plan journalistique et Rebel News n'en ont pas. Et c'est une chaîne complotiste, islamophobe, d'extrême droite. Mais bon, Paul Saint-Pierre Plamondon, j'imagine qu'il voit des sondages qu'on ne voit pas. Puis nous, on les voit de l'extérieur, les sondages, et que le PQ est en perte de vitesse. Mais lui, c'est sûr qu'il doit avoir un pointage différent. En tout cas, j'espère qu'il y a quelque chose. Il y a une stratégie derrière ce naufrage du Parti québécois qui n'a aucun problème à frayer avec des gens de l'extrême droite, tout en méprisant et en regardant de haut tout ce qui est à gauche, tout ce qu'ils considèrent comme du wokisme. Voilà. Alors, je pense que les médias, les commentateurs devraient s'intéresser à ça au lieu de s'intéresser aux tribulations d'un baladiste qui voulait seulement troller Bernard Drinville. Me semble que ça parle. En fait, ça nous dit quelque chose sur la piètre qualité. En fait, la piètre éthique des médias traditionnels, des médias de masse. Puis je fais attention quand je dis ça parce que les gens de Rebel News ont exactement le même discours. Puis ils sont pas caves d'avoir ce discours-là, mais malheureusement, puis Philippe de Grosbois l'avait déjà souligné, des fois, dans les marges, on critique les mêmes cibles, mais avec des perspectives différentes. Et je ne m'empêcherai pas de critiquer les médias, même si des médias d'extrême droite le font. Mais reste que c'est extrêmement problématique qu'il y ait un silence radio sur la présence de Paul Saint-Pierre Plamondon qui semble donner crédit à Rebel News d'être les seuls à avoir couvert les prières de rue. Cette légende urbaine qui est arrivée une fois devant la basilique Notre-Dame, alors que les prières de rue n'existent pas à Montréal et le PQ continue de perpétrer cette légende urbaine et on félicite des médias qui font la même chose. Je veux dire, quelle époque! Quelle époque! J'espère que cette dégringolade intellectuelle du chef du PQ va se traduire dans les urnes cet automne. Voilà, alors on va terminer en musique et on va rester dans les marges parce que j'ai découvert un projet musical vraiment intéressant qui s'appelle Wapstan. Et c'est Martin Sasseville qui est derrière ça. Puis ça aussi, je le découvre. Martin Sasseville, que je suis sur Blue Sky, qui est vraiment intéressant, qui anime le blog La vie est une POC. Je pense qu'il a publié aussi des textes tirés de son blog qui existe depuis 2009, si ma mémoire est bonne. J'ai beaucoup de plaisir à le suivre sur Blue Sky. Et il m'a fait découvrir, parce qu'on on a discuté dans le jeu de poitrine, puis j'ai comme découvert c'était aussi un musicien qui fait dans la musique bruitiste, le drone, j'allais dire drone metal, mais c'est plus que ça, qu'il y a plusieurs projets, dont un groupe qui s'appelle Enfer, en espace fer, qui fait aussi de la musique, du gros rock lourd, mais vraiment noise, brutal. Là, je l'aime ça avec les étiquettes des fois. Et là, je découvre ce projet-là qui s'appelle Wapstan et un album qui vient de sortir qui s'appelle Le Nord, qui est une espèce d'ode à la nordicité. Martin Sasseville, qui vient du Saguenay, mais qui habite à Montréal depuis longtemps, qui a une formation en sociologie. Je pense pas qu'il est prof de socio, par contre. On s'est échangé quelques courriels. J'ai découvert ça vraiment à la dernière minute. Puis ce matin, j'ai demandé, hey, ça te tenterait-tu? En fait, est-ce que tu me permets d'utiliser une chanson de Wapstan pour clore l'épisode qui sera diffusé demain? Et il a dit oui tout de suite. Alors, c'est le premier extrait. Je vous le dis, là, moi, j'adore cette musique-là, que je trouve qui est une musique réflexive, qui est une musique hypnotique, qui est une musique au premier abord déstabilisante, mais qui finit par être pas du tout déstabilisante, au contraire, qui finit par créer une espèce de mur sonore autour de soi et qui permet qui nous met dans une disposition d'esprit
très, très particulière, seulement possible, je trouve, avec ce genre musical. Et dans le cas de Wapstan, écoute, j'ai pas beaucoup écouté l'album, mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des claviers. Et en tout cas, de ce que j'ai entendu de ce style musical qui est le drone métal, en tout cas, l'aspect électronique ou l'aspect clavier était rarement présent. Je pense à Suno, entre autres, qui est un groupe que j'ai beaucoup écouté. Et là, il y a en plus cette dimension-là. Alors, c'est doublement intéressant. Je vous présente donc la première pièce de cet album. En fait, il y en a 7. C'est le Nord 1, 2, 3 jusqu'à 7. Alors, c'est le Nord 1. Donc du groupe Wapstan et je vais fouiller un peu plus pour découvrir le parcours de Martin Sasseville, mais je suis en train de me dire que ça pourrait être un invité intéressant pour la balado. Un peu plus champ gauche que ce que je fais d'habitude, mais c'est ça. Je sens qu'il y a des atomes crochus qui pourraient émerger. Alors voilà, sur ce, je m'en vais commencer à étudier pour mes 2 examens. J'ai un travail, en fait, de fin de session aussi à faire. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Il y a des beaux épisodes qui s'en viennent. Je vous le dis tout de suite, je suis en train de les préparer. J'en dis pas plus, là, mais ça a été une semaine extrêmement occupée à plein de niveaux. Mais voilà, il va y avoir un voyage à Québec, entre autres. J'espère être capable d'accrocher Louis-Philippe Lampron à Québec, parce que j'avais dit qu'éventuellement, j'allais devoir aller à Québec pour un enregistrement et en profiter pour aller le voir. Ça va être un peu plus tard au mois de mai, mais c'est ça. Il y a des beaux épisodes qui s'en viennent. Il y a Hélène Faradji qui va revenir bientôt. Elle là, est en France pour un festival de cinéma. Et là, voilà. Alors, j'en dis pas plus. Je vous laisse donc sur ce premier extrait de l'album Le Nord, du projet musical Wapstan. Je vous souhaite une excellente semaine.